Parlons laïcité, une émission proposée et préparée par RERS. RERS, les réseaux d'échange réciproque de savoir. RERS est un groupe d'éducation populaire. Les citoyens et les citoyennes participants et acteurs actifs sont sans distinction d'âge, de conviction politique ou religieuse, ni d'origine culturelle ou sociale. L'objectif est de participer concrètement à la vie de la République, même modestement, dans notre ville et dans notre région. C'est pourquoi chaque mois, nous nous retrouvons pour échanger autour d'un thème qui devrait nous permettre de cultiver et de développer notre liberté de conscience. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de radio Parlons laïcité, émission que nous enregistrons le 7 avril. Alors, on les enregistre un petit peu dans une condition particulière. Vous devez l'entendre à ma voix. Notre réalisateur radio étant souffrant, nous enregistrons cette émission par téléphone. Désolé, la qualité en sera peut-être un peu atténuée au niveau de l'écoute, mais en tout cas, on aura une magnifique invitée aujourd'hui puisqu'on a Martine Serf qui vient nous parler de ce sujet Laïcité Europe. Martine Serf qui est secrétaire générale de l'association Égale et elle va nous en dire plus et je lui passe la parole tout de suite. Parlons laïcité. Bonsoir à tous. Effectivement, l'association Égale signifie Égalité, Laïcité, Europe. C'est donc une association laïque qui fait la promotion de l'égalité et de la laïcité en France comme en Europe. Alors je vais vous parler justement aujourd'hui de la laïcité en Europe puisque, entre autres, l'association Égale est habilitée à intervenir auprès du Parlement européen et de la Commission européenne pour échanger sur la construction européenne vue du point de vue laïque. Donc il existe, je vous en parlerai un peu plus loin, d'une procédure qui est reconnue dans le fonctionnement de l'Union européenne pour que des associations du type de la nôtre soient consultées très régulièrement. Donc nous le sommes et nous sommes sollicités sur des tas de questions qui peuvent être l'éthique de l'intelligence artificielle, le pacte vert, tout ça pour obtenir le point de vue des associations religieuses ou des associations laïques. C'est les deux à la fois. Alors, je vais donc vous parler de cette laïcité en Europe. Alors, on va partir de la France, puisque en France, elle est effective. Elle a été installée en 1905, même s'il y avait eu auparavant, d'ailleurs, l'exposition que vous avez là le montre bien, on avait eu auparavant la séparation des églises et de l'école. En 1905, c'est la séparation des églises et de l'État dans le but de protéger la République des agissements politiques de l'Église. Depuis la Révolution, en fait, l'Église n'avait pas cessé de soutenir très activement tous les mouvements qui cherchaient à revenir à la royauté et à empêcher, à entraver l'avènement de la République. D'ailleurs, Aristide Briand, alors qu'il était rapporteur de la commission qui travaillait sur le projet de séparation, déclarait à la Chambre des députés, le 6 avril 1905, « La vérité, c'est que dans ce pays, pendant cette longue période de régime concordataire, dans toutes les circonstances graves, difficiles, aux heures critiques où son existence a été menacée, la République a vu le clergé se dresser contre elle en ennemi. » Je dirais qu'on peut pas plus clair, on peut pas dire plus clairement qu'il y avait un problème politique qui se posait, puisqu'il s'agissait d'arriver enfin à installer la République. Ça se passe en 1905. Les velléités et la volonté d'installer la République, ça a commencé en 1789. Donc vous voyez le temps passé à essayer de stabiliser une république sans qu'on puisse y arriver justement. Plus d'un siècle. Donc en établissant cette séparation, les républicains consolidaient la République et offraient aux citoyens une société de liberté qui complétait en fait leur projet d'émancipation, qui était l'émancipation de l'ignorance et des dogmes. Il s'agissait de construire ou d'aider à la construction de citoyens libres et capables de penser par eux-mêmes, en fonctionnant, en pensant avec leur propre esprit critique, sans être sous la coupe et l'imposition de dogmes qu'on leur imposait, d'un prêt-à-penser tout imposé. Alors, qu'est-ce qui se passe dans l'Union européenne ? L'Union européenne n'est pas laïque. Il n'y a pas de séparation, il n'y a rien dans les textes européens qui indique qu'il y a une séparation entre les autorités européennes et les religions. Mais, en revanche, il y a une volonté, c'est d'être neutre, de ne pas être inféodé ou proche d'une religion ou d'une conviction philosophique, mais d'être complètement neutre pour permettre à toutes les religions et toutes les convictions de s'exprimer librement.
Alors, les instances européennes doivent observer et observent assez rigoureusement leur neutralité. Elles doivent faire appliquer et faire appliquer les principes de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Alors, c'est pas ici, là, dans l'exposition, on vous parle de la Convention européenne des droits de l'homme. Je fais juste une petite parenthèse. Il faut faire la distinction entre le Conseil de l'Europe, qui regroupe 48 États et qui était créé en 50, au sortir de la guerre, dans les années 50, et l'Union européenne à 27 États, qui est ce que nous connaissons le mieux, ce dont on entend le plus parler, et qui a, elle aussi, sa charte des droits fondamentaux. Il n'y a pas une énorme différence avec la Convention européenne des droits de l'homme, hein, je vous rassure, c'est pas une réinvention totale, mais tout de même, il y a des petites différences. Les juristes se sont attelés à identifier ces différences, et puis bon, on souhaitait protéger encore davantage les populations, les citoyens de l'Union européenne. Donc, que dit cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'on connaît assez mal en France, je dois dire? Dans son article 10, elle dit « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». Donc, c'est la même chose que ce que dit la Convention européenne des droits de l'homme. Ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites. Donc, ce qui veut dire que les lois des États de l'Union européenne ne peuvent pas être en deçà de ça. Elles peuvent donner encore plus de liberté, encore plus de droits, mais elles peuvent pas en donner moins. Et ça, les États de l'Union européenne s'y sont engagés. Personne ne les a forcés. Ils ont discuté entre eux de ces textes-là, ils les ont mis au clair et ils ont décidé de les respecter. Donc, vous voyez déjà que quand on est face à certains politiques qui disent oui mais l'Europe impose, etc. L'Europe impose que ce que le gouvernement de chaque État a accepté qu'on impose. Donc ça vient pas d'en haut, hein, ça vient jamais d'en haut. Donc c'est toujours une volonté de l'État qui se traduit de cette façon-là, une volonté, je dirais, des États, parce que ça a été négocié longtemps cette charte des droits fondamentaux. Tous les États étaient d'accord. Il y a eu l'unanimité sur ces textes. Alors comment dialoguer avec des Européens quand on n'a pas du tout les mêmes organisations politiques dans les différents pays? Dans les 27 pays, je vous rappelle qu'il y a des royautés, même si ce sont des régimes constitutionnels avec des parlements, c'est quand même des royautés. Il y a des républiques, il y a des États avec une religion officielle, hein, c'est encore le cas plus au Danemark. Et oui, c'est la religion luthérienne. Mais il y a des États, en Suède par exemple, c'était le même régime qu'au Danemark, et il y a quelques années, en 2000, la Suède a opéré la séparation de l'Église d'État et de l'État. Et pourquoi? Je reviendrai sur l'histoire de la Suède plus tard. Mais en tout cas, disons que de façon générale, nous avons des régimes très différents, mais qu'est-ce qui nous réunit? Quel est le tronc commun? Eh bien, c'est cette charte des droits fondamentaux. Justement parce qu'elle existe, elle est là pour montrer que nulle part dans l'Union, on ne doit contrevenir à la liberté de pensée, de conscience et de religion, parce que c'est un des droits fondamentaux de l'Union européenne. Donc, aucun État n'a le droit d'y renoncer, et n'a le droit même de l'entraver. Je vous donne l'exemple de la Suède, parce qu'il est intéressant. La Suède a opéré aussi la séparation des églises et de l'État. Nous, en 1905, quand on l'a fait, c'était tout de même assez conflictuel. Vous devez savoir qu'il y a eu, après le vote de la loi, la volonté de faire l'inventaire des biens de l'Église, et que ça a été extrêmement conflictuel, avec des groupes qui voulaient empêcher les gendarmes de rentrer dans les églises, puisque c'était les gendarmes qui devaient faire les inventaires. Il y a même eu un mort, et à ce moment-là, on a arrêté de faire les inventaires, parce qu'on s'est dit que c'était quand même un trouble à l'ordre public plus qu'une mesure laïque. Donc on n'a plus fait les inventaires, on les a arrêtés. Les Suédois, c'est pas des Français, c'est pas leur genre d'avoir des relations conflictuelles, donc on essaye chaque fois que c'est possible, et même tout le temps, chez eux, d'avoir un dialogue. Donc ils sont partis du constat que l'égalité en droit des citoyens n'était plus respectée, parce que tant qu'ils avaient une population assez homogène, qui était, on va dire, à 99% luthérienne, qui est une religion d'État, ça ne dérangeait personne. Mais à partir du moment où, comme dans tous les pays européens, où il y a un apport de population autre qui arrive avec une autre religion,
ça modifie forcément la sociologie de la population en place. Et là, du coup, l'égalité des citoyens n'était plus respectée. Donc, ils se sont dit, il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on établisse une séparation qui fasse que toutes les religions soient considérées de la même façon et qu'elles soient sur un pied d'égalité dans le pays. Alors, ils ont fait ça à la suédoise. Ça veut dire que pendant 2 ans, on a dialogué. On a dialogué avec toutes les organisations qui pouvaient être impactées par cette mesure. Et au bout de 2 ans, on est arrivé à la conclusion générale qu'il y avait que la séparation qui pouvait répondre au problème. Et donc, ils ont opéré la séparation dans le plus grand calme et sans que ça pose aucun problème. Alors, c'est la séparation à la suédoise, c'est pas exactement la même que la nôtre. Par exemple, ils ont toujours un roi et ce roi doit toujours être représentant de la religion luthérienne. Mais enfin, bon, disons que les religions minoritaires, au moins, elles ont un statut qui est absolument équivalent à la religion majoritaire. Ce qui est bien l'objectif aussi de la séparation des églises et de l'État. Et quant à ceux qui n'ont pas de religion du tout, ils sont aussi complètement respectés puisqu'il y a séparation. La Norvège a suivi, elle a fait la même chose en 2014. Et le Danemark, peut-être, un jour le fera. En tout cas, ce qu'on constate, c'est qu'en Europe, vous avez des exemples de pays qui n'avaient pas la séparation, qui sont arrivés à la séparation, et on n'a aucun exemple du contraire. C'est-à-dire un pays qui aurait eu la séparation et qui aurait renoncé à la séparation. Il y a des retours en arrière, notamment en Pologne et en Hongrie, mais ces pays-là n'avaient pas la séparation. Il y avait des accords et des concordats avec l'Église catholique, donc on n'a fait que les renforcer finalement. Donc, vous voyez qu'on a des points de vue et des façons de voir assez différentes dans les pays. Tout à l'heure, dans la discussion, si vous avez des questions sur l'un ou l'autre pays, je pourrais vous y répondre, mais je ne vais pas les passer tous les 27 en revue parce que ce serait assez fastidieux. Donc, ces États-là, comment faire pour qu'on se comprenne quand même? En fait, on va se comprendre déjà sur la base des textes fondamentaux. Il faut partir de ce que nous avons déjà mis en commun. Donc, ces droits fondamentaux, tels qu'ils sont décrits, il faut partir de là pour dire, voilà, tel régime le respecte ou ne respecte pas ses droits fondamentaux. Et là, on est entendu, j'ai envie de dire 5 sur 5. Tandis que si on part de la laïcité française, alors là, d'abord, il y en a la moitié qui ne savent pas ce que c'est. Tous les pays qui étaient anciennement dans l'URSS, ou en tout cas sous la coupe de l'URSS, ignorent complètement ce que c'est que la laïcité, parce que pour eux, c'est même quelque chose qui n'a rien à voir avec notre laïcité. C'est ce que l'URSS de l'époque appelait laïcité, c'est-à-dire le fait de discriminer et même de pourchasser les ministres du culte orthodoxe. À l'époque, ils étaient discriminés, les ministres du culte orthodoxe, et on appelait ça laïcité, ce qui en fait était un athéisme d'État, ça n'a rien à voir. On voulait éradiquer la religion. Ça n'a rien à voir avec la laïcité et avec la cohabitation et la liberté de chacun, finalement, la liberté de laisser à chacun de croire ou de pas croire. Donc, quand on leur parle laïcité, c'est ça qu'ils entendent. Ils disent non, on veut pas de cette dictature-là, ne nous parlez plus de laïcité. Donc, c'est pas la peine d'utiliser le mot. J'ai envie de dire que leur attention se ferme immédiatement, instantanément. Mieux vaut partir de la liberté de pensée, de conscience et de religion pour dire, voilà, est-ce que dans tel régime, elles sont respectées ou pas? Et si c'est pas respecté, il faut faire le nécessaire pour que ce soit respecté. Si c'est respecté, on n'a rien à dire. Alors, on a en fait 2 modèles en présence. En gros, juridiquement, il y a 2 modèles de séparation qui s'affrontent en Europe. Il y a le modèle anglo-saxon et le modèle français. Le modèle anglo-saxon s'inspire du droit américain et considère que la laïcité, la séparation, a pour objet de protéger les religions de l'ingérence de l'État. Et vous voyez que chez nous, c'est le contraire. On a installé la séparation pour protéger l'État de l'ingérence des religions. Donc, on a beau avoir fait une séparation des 2 côtés, comme elles n'ont pas le même objectif, mais il arrive très souvent qu'on soit en désaccord. Alors, d'autres facteurs rentrent en ligne de compte et qui font des différences d'un État à l'autre, même lorsqu'ils ont inscrit le principe de séparation dans leur constitution, parce qu'il y en a quand même 11 qui ont inscrit un principe de séparation dans leur constitution. Mais la sociologie de ces pays-là peut différer sensiblement. Il peut y avoir dans ces pays une imprégnation plus ou moins religieuse de la société. Elle peut être plus ou moins importante. En France, par exemple, on a aujourd'hui plus de la moitié des citoyens qui se disent non religieux, le reste se répartissant dans différentes religions.
Mais c'est pas le cas dans tous les pays de l'Union européenne. Vous avez des pays où il y a encore, où il y a beaucoup, je dis encore parce que c'est des tendances qui s'érodent, mais il y a encore une majorité de gens qui se disent religieux. Et donc, on n'a pas forcément la même sensibilité à l'intérieur de ces pays. Ça diffère suivant que vous avez une religion qui est très majoritaire et d'autres religions très, très minoritaires. Là aussi, ça donne une couleur assez différente. Par exemple, en Allemagne, vous avez le catholicisme et le protestantisme qui s'équilibrent à peu près. C'est grosso modo 50-50 chacun. Mais, suivant que vous êtes dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest ou l'ancienne Allemagne de l'Est, c'est pas tout à fait la même chose. Donc, ça fait aussi des différences. Alors, les différences entre les deux régimes, sur le principe, le modèle français, c'est la séparation, ça c'est clair. Le modèle américain, c'est plutôt le sécularisme, c'est-à-dire le fait que la société fonctionne en dehors des règles religieuses. Mais c'est pas une séparation. Par exemple, je vous donne un exemple, dans le régime anglo-saxon, on va parler des Anglais, même s'ils sont plus dans l'Union européenne aujourd'hui. Vous avez à la chambre des Lords, avant le début des débats, avant le début d'une séance de travail, il y a une prière. Et une prière chrétienne. Alors, comme il y a quand même pas mal d'hindouistes quand même qui sont arrivés, qui se sont installés en Angleterre, au Royaume-Uni et qui sont citoyens anglais, certains sont élus. Ils ont dit, puisqu'on prie, pourquoi est-ce qu'on ne donne pas la liberté à chacun de prier dans sa propre religion? Ah ben non, là non. Il faut que ce soit une prière chrétienne parce que c'est la tradition. Et là, on peut se poser des questions sur la liberté de conscience. Enfin, nous, on est quand même choqués. Obliger des gens qui ne sont pas chrétiens à faire une prière chrétienne, ça se discute, quoi, quand même. C'est pas tout à fait conforme à l'idée que nous faisons de la liberté de conscience. Donc, vous voyez la différence. Mais en revanche, les églises ne sont pas du tout subventionnées, quelle que soit l'église, et même l'église d'État anglaise n'est pas subventionnée par l'État. Donc, c'est vraiment des choses qui sont assez différentes, des perceptions différentes, des sensibilités différentes. Ce que garantit le modèle français, c'est l'égalité de tous devant la loi, quelle que soit leur croyance ou leur conviction. Le modèle américain va garantir la non-discrimination, ce qui n'est pas exactement la même chose. Ça donne des résultats différents. Le rapport aux faits religieux, dans le modèle français, le fait religieux, il est là. Il doit simplement respecter la notion d'ordre public. On demande aux religions de s'exercer librement dans la limite de l'ordre public. Alors, je vais vous donner un exemple. On va dans un temple, une mosquée, une synagogue, une église, peu importe. On fait ce qu'on veut, le culte est libre, on peut le pratiquer complètement librement. En revanche, si on veut le pratiquer dans l'espace public, par exemple dans la rue, les prières de rue, elles ont été interdites. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens qui bloquaient des rues, parce que les voitures pouvaient plus passer, parce que là, il y avait atteinte à l'ordre public. Donc la limite, c'est toujours ça, c'est l'ordre public, c'est l'intérêt général. C'est, vous savez, une traduction du bon vieil adage, ma liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et pour vivre ensemble, il faut bien effectivement respecter la liberté des autres. Alors en revanche, dans le modèle américain et le modèle anglo-saxon de façon générale, l'État reconnaît l'intermédiation des communautés. C'est-à-dire que l'État va dialoguer avec des communautés, et des communautés confessionnelles. Donc on peut se mettre à dialoguer avec une communauté catholique, protestante, qui est considérée comme étant la représentante des fidèles. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais imaginez en France qu'on explique à un catholique que désormais c'est son curé qui va le représenter. Je vous promets un franc succès et de la même façon pour toutes les autres religions. Enfin, je veux dire que c'est pas les responsables religieuses sont responsables de la vie religieuse, mais certainement pas de l'opinion politique et de la représentation politique des individus. Même si quand ils sont élus, parce que certains sont élus dans certaines religions, tout n'est pas comme l'Église chrétienne, l'Église catholique. Même quand ils sont élus, ils ne sont pas élus pour représenter les citoyens, mais pour parler, éventuellement représenter leur culte. Dire aux autorités, tel culte, et par exemple, ne se déroule pas de façon satisfaisante, ou il faudrait améliorer telle ou telle chose. Mais certainement pas de représenter des citoyens. On représente un culte, pas des citoyens. La nuance est énorme. Les seuls qui nous représentent, c'est ceux que nous élisons pour qu'ils nous représentent, donc nos députés,
nos conseillers municipaux, les sénateurs, enfin même si c'est une élection à double niveau. Et là, nous, on n'adhère pas, nous Français, nous n'adhérons pas du tout au modèle anglo-saxon pour une raison très simple. Quand vous reconnaissez des communautés, c'est quand même une façon d'écorner les libertés individuelles, parce que vous laissez à ces communautés le droit et le pouvoir de faire pression sur des individus. Quand, par exemple, en Angleterre, là c'est toujours en Angleterre parce que c'est le modèle anglo-saxon, c'est là qu'il est le plus abouti, on a créé des tribunaux religieux en disant ces tribunaux-là vont être acceptables pour des questions liées à la famille. Donc les divorces, les héritages, en fait tout ce qui est question familiale, on peut faire appel, un citoyen peut dire moi je préfère faire appel à ce tribunal religieux plutôt qu'au tribunal civil, et le tribunal civil sera chargé d'appliquer la loi, ce qui aura été dit par le tribunal religieux. Et ça conduit à quoi ça? Ça conduit à des droits différents pour des citoyens d'un même pays, puisqu'ils vont pas être soumis à la même loi. Et là, le principe d'égalité prend du plomb dans l'aile. C'est extrêmement grave. Comment peut-on dire qu'on est équitable qu'on est juste avec tous les citoyens si on leur applique des droits différents? Et d'autre part, quand une personne va vers un tribunal religieux, est-ce qu'on est certain qu'elle ne cède pas à des pressions qui ont été exercées sur cette personne pour qu'elle aille vers un tribunal religieux? On peut pas en être certain. La meilleure façon d'en être certain, c'est de parler directement avec les citoyens et pas par l'intermédiaire de communautés. Alors la relation à l'absence de religion, ça c'est intéressant. En France, l'un des progrès majeurs qu'avait installé la séparation des églises et de l'État, c'est que précisément, tous ceux qui n'avaient pas de religion étaient considérés à l'égal des autres. Il n'y a pas de religion. Le fait d'avoir une religion ne met pas les citoyens dans une situation privilégiée par rapport à ceux qui n'en ont pas. Donc les athées et les agnostiques, grosso modo tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans une religion, devenaient tout d'un coup des gens honorables. Alors que jusque-là, ce qui prévalait, c'était la philosophie de Locke, on est honorable tant qu'on a une religion, mais les athées, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à des gens qui ne croient en rien? La réponse de Locke, c'était clair, c'est non. Et ça continue à influencer encore la société américaine, les sociétés anglo-saxonnes de façon générale. Les gens qui n'ont pas de religion sont des gens dont il faut se méfier, parce que qui dit pas de religion dit pas de morale. Comme si on ne pouvait pas réfléchir soi-même à la morale, ce qu'on appelle en France la morale laïque. On est capable de réfléchir et de se dire qu'on va pas faire une chose parce qu'elle n'est pas éthiquement recommandable. Mais ça n'est pas reconnu dans le modèle anglo-saxon. Donc vous voyez que nous sommes parfois amenés à discuter au fond de choix qui sont faits dans l'Union européenne parce que on va nous parler de communauté, nous on va dire non, la communauté n'a pas le pas sur les individus et sur les droits fondamentaux des individus. Revenons aux textes européens qui décrivent les droits fondamentaux des individus et laissons, si vous le voulez bien, les communautés de côté. Elles ont droit de parler, mais elles n'ont pas à avoir barre sur les individus. Donc, vous voyez, c'est des points extrêmement importants que nous défendons régulièrement à égal, c'est ce qu'on fait en tout cas vis-à-vis des autorités européennes pour pas qu'il y ait de confusion. Alors, en quoi la liberté de conscience et la liberté religieuse peuvent décrire des conceptions radicalement opposées, puisqu'en fait, les anglo-saxons vont parler de liberté religieuse et nous allons parler de liberté de conscience. La référence même à la liberté religieuse plutôt qu'à la liberté de conscience n'est pas neutre. La liberté de conscience va insister sur le caractère intime de la foi et sur le droit d'avoir des convictions religieuses ou de ne pas en avoir, alors que quand vous parlez de liberté de religion, forcément, vous ne parlez que des gens qui ont une religion. Ça a des conséquences pratiques. Je vais vous en citer une. Il existe un envoyé spécial de la Commission européenne pour la liberté de religion et de croyance. Alors le terme anglais, c'est Freedom of Religion and Belief, ce qui est bien liberté de religion et de croyance, que vous verrez traduit parfois par liberté de religion et de conviction, mais belief, je suis désolée, en anglais, ça ne veut pas dire conviction, ça veut dire croyance. Donc moi, je me laisse pas embobiner par cette volonté de nous amadouer, nous Français, en faisant une traduction qui nous fait plaisir. Cet envoyé spécial était chargé d'aller dans des États tiers, donc extérieurs à l'Union européenne,
des États où la liberté de croyance, justement, n'était pas respectée et d'essayer de la faire respecter. C'est l'une des missions que s'est fixée la Commission européenne. Au départ, ils étaient même partis de la protection des minorités chrétiennes au Proche-Orient. L'idée, c'était de les protéger comme ça. Donc cet envoyé spécial a pris son bâton de pèlerin, puis il est allé faire la tournée des pays en question où il y avait des problèmes. Et il a engagé les responsables religieux à dialoguer entre eux. C'est très bien qu'ils dialoguent, il vaut mieux qu'ils dialoguent plutôt que de se taper dessus, ça on est bien d'accord. Mais quid des gens qui n'avaient pas de religion? Quand il est allé en Égypte et qu'on était en train de préparer un projet de loi pour condamner à mort les athées, il n'en a parlé à personne, il n'a pas essayé de faire revenir les autorités sur ce projet de loi. Il a simplement ignoré les gens qui n'avaient pas de religion. Donc c'est là que je vous dis, quand on parle de liberté de religion, il y a tout un pan de la population qu'on laisse de côté, dont on ne s'occupe pas parce qu'on oublie tout simplement qu'ils existent. Donc c'est pour ça que ça a une importance et que nous sommes élevés contre la définition de la mission de cet envoyé spécial. Je ne sais pas si le nouvel envoyé spécial a décidé ou non de défendre aussi la liberté de conviction, puisqu'on n'a pas de remontée sur la façon dont il assume sa mission. Mais en tout cas, pour l'ancien, je peux vous dire que jusqu'en 2018, c'était une ignorance absolue des non-religieux. Au nom de la liberté de religion aussi, il faut savoir qu'on demande des accommodements. Par exemple, en France, c'est au nom de cette liberté-là que le principe de neutralité de la fonction publique est contesté, puisque chaque agent doit avoir la liberté de religion, enfin en tout cas dans l'esprit de ceux qui le demandent, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait neutralité dans le service public. Alors que nous considérons que le service public est le service de tout le monde, donc il doit ne pas montrer ce qui représente le service public, non pas à montrer qu'ils sont adeptes d'une religion, ou même d'un mouvement politique, d'ailleurs même la neutralité politique leur est demandée, pour pouvoir ne pas mettre mal à l'aise tous les citoyens qu'ils accueillent. Il ne s'agit pas là de racisme ou de quoi que ce soit, contrairement à certaines accusations qui sont portées à la laïcité. Alors cette notion de non-discrimination aussi, qui est une conception directement venue des États-Unis et qui tend à s'imposer au détriment du principe d'égalité devant la loi, pose problème, est assez problématique, et nous devons sans arrêt revenir au principe d'égalité. Donc c'est nous mouvements laïcs, qui en permanence rappelons aux autorités qu'ils ont signé une charte des droits fondamentaux, qu'ils se sont engagés à faire respecter et que c'est bien à ces textes-là qu'il faut revenir. Alors, des associations féministes, certaines institutions aussi, qui sont chargées d'observer le système juridique et de promouvoir le respect de la laïcité, ont parfois repris à leur compte l'analyse anglo-saxonne. La neutralité qui interdit le port de signes d'appartenance religieuse est présentée comme une atteinte à la liberté religieuse. Certaines pratiques destinées à affirmer l'infériorité des femmes, par exemple des pratiques vestimentaires, l'interdiction de se déplacer seul, voire de serrer la main d'un homme, se trouvent légitimées puisque leur prohibition est présentée comme une discrimination. Donc ça veut dire qu'il y a certains cas où on va sacrifier l'égalité homme-femme à la liberté de religion. Je vais vous donner un exemple de ce qui s'est produit aux États-Unis et de dérive qui s'est produit aux États-Unis et qui est aussi très parlante. Il y a quelques années, sous la présidence Obama, le président Obama avait souhaité établir une protection sociale plus importante et donc les entreprises avaient été obligées de prendre des contrats d'assurance maladie, d'assurance complémentaire pour leurs salariés. Et dans une entreprise américaine, les femmes salariées s'étaient plaintes de ce que l'assurance prise par leur patron ne couvrait pas les cas d'IVG. Et alors que l'IVG était dans l'état en question, parfaitement autorisée, mais en revanche, elle n'était pas remboursée par la mutuelle que le patron avait choisie. Et elle avait porté l'affaire devant les tribunaux. Et le tribunal a dit, alors le tribunal a complètement repris l'argumentation de patron qui disait, mais c'est ma liberté religieuse, je suis opposé personnellement à l'IVG, donc je ne veux pas souscrire à une mutuelle qui rembourse les IVG. Et on a donné raison au patron. Parce que c'était sa liberté religieuse. Et que la liberté religieuse est mise
comme une espèce de parapluie au-dessus de toutes les autres libertés, et on était donc prêt à sacrifier la liberté des femmes et l'égalité des femmes pour satisfaire la liberté religieuse du patron. C'est comme ça que la liberté religieuse est conçue dans le monde anglo-saxon. Donc vous voyez qu'on est forcément très souvent dans des situations où il y a des libertés qui se télescopent. Et là, il faut arbitrer. Il faut réfléchir et arbitrer de façon équilibrée. Il y a des choses auxquelles on ne peut pas renoncer. Un autre exemple aux États-Unis, vous aviez à New York, il y a un quartier juif donc la compagnie des bus traversait régulièrement, et c'est un quartier juif orthodoxe, donc c'est les juifs les plus intégristes, qui ont demandé que quand les bus passaient dans ces quartiers, les femmes devaient s'asseoir derrière, et les hommes devant. Et le maire de New York a répondu, non, dans des compagnies municipales, vous ne pouvez pas imposer ça, mais si vous faites une compagnie privée, vous faites ce que vous voulez dans le privé. Et c'est ce qui s'est passé. Ils ont monté leur compagnie privée où, effectivement, les femmes sont reléguées à l'arrière et les hommes à l'avant. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, il y a des moments où je suis assez fière d'être européenne parce que ça, en Europe, c'est pas possible. Même dans le privé, on n'a pas le droit d'installer une discrimination, on n'a pas le droit d'attenter à la dignité des femmes. Et c'est pas parce que c'est privé qu'on a le droit d'y installer ce qu'on veut. Donc, voilà. Un petit cocorico européen, j'ai envie de dire quand même, ça fait pas de mal. Alors, les arguments, en revanche, de liberté religieuse, il faut savoir qu'ils sont très souvent quand même utilisés par tous ceux qui font des procédures contre la France auprès de la Cour européenne des droits de l'homme ou auprès de la Cour de justice européenne maintenant, au nom de cette non-discrimination. Mais chaque fois, la jurisprudence de ces cours a été dans le même sens. On a toujours rejeté cette analyse pour consacrer au contraire l'existence d'un modèle français de laïcité qui n'était pas discriminatoire, mais qui était égalitaire, et dans lequel la neutralité repose sur le principe d'égalité. Donc ça a été parfaitement reconnu par les juridictions européennes. Toutes les contraintes qui sont liées au respect de la laïcité continuent quand même d'être systématiquement contestées devant la Cour européenne des droits de l'homme, ou alors elles utilisent maintenant des canaux plus complaisants comme l'ONU, ou comme la Cour européenne pas la Cour européenne des droits de l'homme, parce que la plaignante contre Babilou, par exemple, ne s'est jamais risquée devant la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'elle savait qu'elle allait être déboutée, mais en revanche, ils sont allés à l'ONU parce que là, ils savaient qu'ils auraient des partisans du modèle anglo-saxon qui allaient avoir forcément une oreille plus attentive. Et c'est ce qui s'est passé, mais ce sont des cours qui ne sont pas contraignantes pour le droit européen, et le droit français en particulier, donc ça ne pose aucun problème. Alors, le multiculturalisme contre l'ordre public, c'est ça aussi qu'on rencontre parfois. Les partisans européens du système américain, qui ne définissent pas la laïcité comme un principe en soi et qui préfèrent lui ajouter des adjectifs. Donc, il faut qu'elle soit inclusive, ouverte, tolérante. Sous-entendu, la laïcité à la française serait exclusive, fermée, intolérante. C'est ça que ça veut dire. Donc, elle se trouve stigmatisée comme obstacle à l'expression libre des religions. Et l'enjeu du débat dépasse très largement la simple question de terminologie, puisque derrière la laïcité plurielle apparaît le choix du multiculturalisme, les différentes confessions étant considérées comme autant de communautés, on revient à ces communautés, dont il convient de respecter les mœurs et les règles, quelles qu'elles soient, même au détriment de l'égalité et des libertés individuelles. Et c'est là que ça coince. Parce que, après tout, les règles, tant qu'elles sont conformes au droit commun, posent aucun problème. Quand elles rentrent en conflit avec le droit commun, là, ça pose problème. Donc, c'est un boulevard pour la pression sur les individus, et c'est bien ce qu'avait repéré déjà la commission Stasi il y a bien longtemps, dans les années 2000. Chaque confession se voit ainsi traitée selon une logique séparatiste qui risque de conduire à la création de véritables ghettos religieux. Et là, on voit que tout ce qui est communauté fermée sur elle-même, qui refuse de discuter ou d'engager la discussion ou de simplement de vivre avec les autres, mais pas seulement à côté en s'ignorant, mais vraiment en dialoguant et en étant tous citoyens de la même société, là, ça devient de véritables ghettos qui sont fermés et qui sont source de discorde à l'intérieur d'une société. Alors, la Cour européenne, en fait, n'écarte aucun des deux principes. Elle va simplement vérifier si les lois internes des États respectent ou non la charte de la Convention européenne des droits de l'homme dont on parle ici, ou la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Nous avons actuellement
je cherche, voilà, l'article 17, c'est ça que je cherchais. La Cour européenne a validé en particulier la loi de 2011 sur le masquage du visage dans les espaces publics, qui n'est pas une loi laïque d'ailleurs, qui est une loi républicaine, qui a été très attaquée. Et elle a validé aussi la possibilité que les entreprises aient un règlement intérieur qui demande la neutralité à l'intérieur de l'entreprise. Ça, c'est complètement validé. Alors, dans l'Union européenne, il existe un article 17 qui régit le fonctionnement de l'Union européenne avec les organisations confessionnelles, les organisations non confessionnelles. Ce qui prévoit à Bruxelles d'ailleurs, c'est presque la conception belge de la laïcité. On est religieux ou laïque. Et la laïcité pour eux, c'est le mouvement philosophique de ceux qui n'ont pas de religion. Il faut faire avec ça, il faut vivre avec ça, parce que c'est comme ça qu'ils le conçoivent. La laïcité est donc considérée à l'égal d'une religion, et c'est ainsi que des laïcs belges sont subventionnés par l'État, comme la Belgique subventionne les religions et la laïcité. Le Centre d'action laïque en Belgique francophone et son équivalent flamand de Mensdu sont chargés de l'accompagnement laïque des citoyens, comme les religions sont chargées de l'accompagnement religieux. Donc si vous voulez par exemple faire un mariage laïque, vous pouvez faire appel au Centre d'action laïque qui va vous aider à préparer une cérémonie laïque. La même chose pour un enterrement, pour un baptême, pour ce que vous voulez, en fait. Donc c'est avec cette compréhension que la laïcité est appliquée, de la laïcité qu'est appliqué l'article 17, qui dit, qu'est-ce qu'il dit cet article? Premièrement, l'Union respecte et ne préjuge pas du statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les églises et les associations ou communautés religieuses dans les États membres. Autrement dit, la façon dont on s'organise dans les pays, c'est le ressort des États. L'Union européenne ne s'en occupe pas, elle va simplement exiger que ce soit conforme à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. L'Union respecte également le statut dont bénéficient, en vertu du droit national, les organisations philosophiques et non confessionnelles. Reconnaissant leur identité et leur contribution spécifique, l'Union maintient un dialogue ouvert, transparent et régulier avec ces églises et organisations. Donc ça veut dire que aussi bien la Commission européenne que le Parlement européen sont obligés de dialoguer régulièrement avec ces organisations confessionnelles et non confessionnelles. Nous, en tant qu'association laïque, on rentre dans la catégorie non confessionnelle, donc ils dialoguent avec nous. Pendant des années, il y avait les réunions avec les confessionnels et les réunions avec les non confessionnels. Et nous, on disait non, on est désolé, on parle de la même société, il n'y a rien dans le traité qui oblige à ce qu'il y ait des réunions séparées, nous voulons être dans la même réunion. Et on savait pourquoi on demandait ça. Parce que quand on n'était pas là, il arrivait que certains responsables religieux commettent des dérapages verbaux. Par exemple, dans une réunion du 6 décembre 2017, je suis très précise, avec les responsables religieux au Parlement européen, une Église d'Europe avait déclaré que la laïcité était la cause des crises de l'Union. Parce qu'elle avait fait disparaître... La laïcité était la cause des crises de l'Union européenne. Parce qu'elle avait fait disparaître toute vie spirituelle dans nos sociétés et qu'elle avait donc provoqué un manque de sens. Il n'y avait plus de sens, la vie n'avait plus de sens. Voilà. Et donc, quand on a entendu ça, il se trouve que nous n'étions pas invités à la tribune, mais on était dans le public. Vous imaginez qu'on s'est un peu étranglé et qu'on a donc envoyé un texte de circonstance au Parlement européen avec une argumentation extrêmement étayée et raisonnable, puisqu'on veut toujours non pas dire, lancer comme ça des prises de position, mais étayer notre argumentation. C'est ce que nous avons fait. Et nous nous sommes élevés contre le fait qu'on puisse dire que la laïcité était à la source de tous les maux en Europe. Donc, le fait qu'il y ait des réunions communes, vous voyez bien que c'est le genre de choses qu'on dit pas quand il y a des laïcs dans la salle. Donc, ça avait déjà un avantage. Et nous avons pu obtenir des réunions communes avec le Parlement. Donc, c'est institutionnalisé depuis un an. Ça ne l'est plus, ça ne l'est pas encore auprès de la Commission, mais on ne désespère pas d'y arriver un jour. Quelles sont les situations qu'on rencontre en Europe ? Alors, comme je vous l'ai dit déjà, l'ignorance que ce qu'est la laïcité française et le fait aussi qu'on confonde la laïcité avec l'athéisme et qu'on pense on cherche à bannir les religions des différents pays. Donc c'est quelque chose qu'on doit rétablir, on doit sans arrêt rétablir cette réalité, d'autant que nos interlocuteurs changent régulièrement. Vous savez que le Parlement européen est élu pour 5 ans, mais le président, lui, change au bout de 2 ans et demi. C'est ce qui s'est passé, d'autant plus que l'ancien président, malheureusement, est décédé.
Mais celle qui était notre correspondante, Roberta Metsola, est devenue elle-même présidente du Parlement européen, et donc on a un nouvel interlocuteur avec qui il va falloir recommencer le travail, parce que c'est un Autrichien. Je ne sais pas encore ce qu'il sait de la laïcité française, mais il y a des chances qu'il n'en sache pas grand-chose et qu'on soit obligé de recommencer nos explications. Alors, autre exemple d'ignorance ou de dérive qu'on peut observer dans l'Union européenne, une campagne de communication que vous avez peut-être vue, qui a défrayé la chronique en novembre 2021, qui était une campagne sponsorisée par le Conseil de l'Europe et l'Union européenne, qui mettait en scène des visages de femmes dont la moitié était voilée, l'autre non, et tentait de convaincre que le hijab n'est qu'un vêtement comme un autre, associé à des mots comme beauté, liberté, joie, et un visuel proclamé en particulier, la liberté est dans le hijab. Sur protestation du gouvernement français en la personne de Sarah El Haïry, la campagne a été retirée. Alors, ce que révèle cette campagne est assez grave. D'abord, par naïveté et par volonté de bien faire pour lutter contre le racisme, parce que c'était ça l'objectif aussi bien du Conseil de l'Europe que de l'Union européenne, c'était de lutter contre le racisme. Les responsables de ces deux entités travaillent activement avec des associations qu'ils ne connaissent pas vraiment, qu'ils n'ont pas vraiment identifiées. Or, qui sont ces associations? C'est tous des associations affiliées au mouvement des frères musulmans. Le FEMISO, ENAR, le CCIB, le CCIE qui est le Comité contre l'islamophobie en Europe, qui est en fait l'ancien CCIF français qui a été dissous par le gouvernement français, ont un discours de propagande. Leur objectif est d'obliger les femmes musulmanes à se voiler et non pas laisser faire leur propre volonté. Donc, à partir du moment où ils financent des mouvements qui ont un projet qui n'est pas un projet égalitaire, ça devient quand même problématique. À cette heure-ci, à ce moment-là, je vous rappelle que l'Union européenne, enfin tout le monde s'était retiré d'Afghanistan, ce qui veut dire que nous avions un afflux, et on a toujours un afflux de réfugiés afghans, dont des femmes qui voulaient sauver leur liberté et leur vie en fuyant l'Afghanistan et les talibans. Et vous imaginez qu'on les aurait accueillis en leur disant la liberté dans le hijab, c'est quand même un peu fort de café, j'ai envie de dire. Hein. Mais manifestement, ça ne posait aucun problème à ces responsables européens. Donc, ils n'ont pas fait la différence. Ils n'ont pas vu la différence. Et pire encore, la commissaire Helena Dalli, qui est chargée de l'égalité, a aussitôt après que la campagne ait été retirée, le 7-11, été reçu les responsables de FEMISO, donc l'association qui est l'artisan de cette campagne, pour une discussion sur la situation des jeunes musulmans en Europe et des défis rencontrés en raison des stéréotypes, je la cite là, des stéréotypes, des discriminations et de la haine. Et cette fois, c'est la ministre Marlène Schiappa qui a réagi auprès de la Commission, qualifiant FEMISO de faux-nez de l'islamisme. Ce que Madame Dalli n'a toujours pas compris. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire, nous, associations laïques, face à ça? C'est alerter les responsables politiques, d'abord leur demander des comptes. Comment un discours de propagande peut-il être financé par l'Union européenne alors qu'on attend plutôt effectivement un discours de lutte contre les discriminations? Et là, on a eu l'explication. J'ai eu un courrier de la responsable de celle qui attribue les subventions et qui m'explique que effectivement elle n'a pas vu la campagne. En réalité, ils ont financé un projet. Et il y a une association qui leur a présenté un projet de lutte contre les discriminations. Sauf que, à partir du moment où vous êtes un organisme, quel qu'il soit, j'ai envie de dire, même vous demandez de l'argent à la Société Générale. La Société Générale va vous dire, montrez-moi la campagne, parce qu'il y aura ma signature en tant que sponsor, donc je veux voir la campagne avant de signer, ce qui n'est pas complètement légitime. Et là, non, pas du tout. On leur a attribué, le projet avait l'air bien, on leur a attribué les fonds, et personne ne s'occupe des contenus. Donc on peut mettre n'importe quoi après. Vous imaginez le danger que ça représente, ce manque de... Nous, ça va être ce que nous allons dire la prochaine fois que nous aurons une réunion à la Commission européenne. Il n'est pas envisageable d'octroyer des fonds sans avoir un contrôle sur l'utilisation de ces fonds. Ces associations vont parler au nom de l'Union européenne, on ne peut pas accepter qu'elles disent n'importe quoi, ou en tout cas sans contrôle. Donc voilà, le genre de choses que nous avons rencontrées.
Du côté du Conseil de l'Europe, là, c'est beaucoup plus grave. Je pense qu'il y a une véritable action d'infiltration par des mouvements islamistes et que au Conseil de l'Europe, on a même vu des actions pilotées d'ailleurs par souvent les élus turcs pour mettre en avant des pratiques qui relèvent plus de l'islamisme que de la pratique de l'islam. Et en tout cas, certainement pas de la liberté de conscience ni de la liberté de culte. Donc en fait, quels sont les lobbies que nous rencontrons? C'est l'Église catholique qui a un bâtiment entier à côté du Parlement européen où il y a une trentaine de juristes plus les bénévoles et qui attaque beaucoup les autres lobbies, mais qui est le premier quand même, qui est le plus important. Et puis des lobbies de toutes sortes de mouvements intégristes. On peut avoir des sectes, on peut avoir la scientologie, on peut avoir les témoins de Jéhovah, on peut avoir les témoins de Jéhovah qui sont considérés comme des religions et non pas comme des sectes. Et puis les islamistes. Chaque fois que nous avons vu dans les réunions, qu'on invitait par exemple un imam ça peut être un grand imam de Rome, ça peut être un imam de Bruxelles, il n'y avait jamais aucun problème. Mais dès qu'on s'adresse à des associations, on tombe sur les frères musulmans et c'est plus la même chose. Donc, on est vraiment dans une absence je dirais, de discernement de la part des autorités européennes quand ils ne sont pas dans des pays où ils sont confrontés à l'activisme islamiste, qui peut poser problème. Et nous allons essayer de les aider à y voir clair. Et quand ils prennent des interlocuteurs, quand ils choisissent des interlocuteurs qu'ils invitent, autant que possible, d'abord que ce soit des gens qui sont réellement représentatifs, parce que dans ces associations, personne ne les a élus pour représenter les musulmans, par exemple. L'Église catholique n'est pas élue pour représenter les catholiques, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs à un des représentants qui l'avait fort mal pris ce jour-là, et qui m'avait dit, mais nous, vous non plus. Je dis, non, mais non plus, on n'est pas élus pour représenter les gens qui n'ont pas de religion. Nous représentons au mieux des courants de pensée, mais certainement pas des citoyens. Mais ça, cette vérité-là, qui est quand même assez élémentaire, je n'ai jamais entendu un élu européen, le dire et le renvoyer à ses responsables religieux. Ils acceptent ce discours-là, apparemment, sans aucun exercice de leur propre esprit critique, alors que c'est eux-mêmes et eux qui sont les seuls habilités à représenter des citoyens. Alors, en conclusion, notre action, elle porte quand même, parce qu'à force de demander qu'on fasse référence à la liberté de pensée, de conscience et de religion, j'arrive à obtenir maintenant que dans certains textes édités par l'Union européenne, on élimine la liberté de religion et on revienne à la liberté de pensée, de conscience et de religion. On continuera à intervenir chaque fois qu'on ne parlera que de liberté de religion pour qu'on revienne à la source. Et en rappelant que nous sommes en Europe, et que si la non-discrimination est importante, le principe d'égalité, il est tout autant, et c'est lui qu'il faut respecter. On continuera à contribuer très activement à la construction européenne en avançant le point de vue d'associations laïques, et puis à démasquer les groupes de pression, quels qu'ils soient, et qui, sous couvert de défense des libertés, cherchent en fait à influer sur ces libertés, à agir contre ces libertés, mais sous couvert d'un discours qui a l'air parfaitement démocratique et égalitaire. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc maintenant, je vais vous passer la parole. Vous remercier d'abord de votre attention, et puis vous passer la parole pour entamer la discussion. Parlons laïcité, le débat. Oui, je me semble que c'était l'automne dernier et je me demande si c'était pas la Pologne. Il y avait un problème par rapport justement à l'avortement. Et il y avait une femme qui se rebifait en disant qu'elle était contre l'avortement ou l'IVG. Et j'aimerais bien savoir, je pense que vous avez le moyen de me dire ce que c'est devenu. Donc, effectivement, vous avez raison. Le gouvernement polonais c'est un gouvernement qui est à peine démocrate, qui essaye régulièrement d'asservir, de mettre la justice ou pas, et de contrevenir aux règles de la démocratie. Et entre autres, ils ont, comme tous les gouvernements totalitaires, ont fait alliance avec une religion hégémonique. En Pologne, c'est bien sûr le catholicisme. C'est l'Église catholique. Donc, on a rendu à cette Église un certain nombre de terrains dont elle avait, qui lui avaient été retirés, enfin de biens immobiliers qui lui avaient été retirés.
on lui donne énormément de pouvoir, on lui fait plaisir en édictant une loi interdisant l'IVG, même en cas de viol, c'est une horreur. Pour les femmes polonaises, c'est vraiment une horreur. Le problème, c'est que l'IVG n'est pas un droit européen. C'est pas un droit fondamental européen. C'est pas défini comme tel. Donc, les États membres sont libres de légiférer comme ils veulent. Les mouvements féministes essayent donc de le transformer en droit européen, nous aussi. Parce que c'est complètement inadmissible. Aujourd'hui, les Polonaises, c'est toujours la situation qu'on a connue en France. Celles qui ont de l'argent peuvent aller à l'étranger se faire un avortement, puis les autres, c'est ce qu'on connaît. Et c'est malheureusement encore, des avortements à risque, parce qu'ils sont faits dans des conditions d'hygiène qui font qu'il y a des femmes qui meurent. C'est ce qu'on a connu en France. Et même dans les hôpitaux polonais, très récemment, une femme est morte parce que elle avait un enfant qui est décédé dans son ventre. Et cet enfant, on n'a pas voulu, on a attendu vraiment la dernière limite pour qu'il soit vraiment mort. Et le résultat, c'est qu'elle est morte de septicémie à l'hôpital, parce que le médecin a refusé d'intervenir. Donc on marche sur la tête. On est dans une logique où de toutes les façons, c'est la vie de l'enfant qui prime, et la mère, on s'assied dessus, on s'en fiche. Manifestement, il y a une priorité. Si vous avez un jour entendu l'Église catholique déplorer la quantité de femmes qui sont mortes pour des IVG mal réalisées, vous me donnez le nom du curé qui a dit ça, parce que je pense qu'il doit être unique en son genre, ça ne s'est jamais produit. C'est une vraie question, et c'est une question qu'on n'a pas encore résolue, même si on a manifesté partout en Europe. Il y a eu des manifestations dans toutes les capitales européennes, on n'a pas pu empêcher cette loi de passer. Il faut bien se rendre compte qu'aucun pays de l'Union européenne n'est à l'abri de cette régression. Suivant les résultats qu'on peut avoir aux élections, on peut très bien porter au pouvoir un mouvement rétrograde qui nous fasse le même coup en France. C'est possible partout. Donc il ne faut pas imaginer que les choses sont acquises, les droits sont acquis, qui sont là une fois pour toutes. Je voulais revenir sur l'envoyé spécial dont vous parliez tout à l'heure. Vous pouvez nous repréciser qui l'envoyait, mais enfin ce qu'il faisait, ça on a à peu près compris. Mais comment sont traités les retours de toutes ces missions, j'ai envie de dire, et à qui il apporte toutes ces réponses d'une manière très précise, et comment elles sont traitées ces réponses? Alors, lui, il rend compte à la Commission européenne. C'est l'envoyé spécial de la Commission européenne. Donc, il rend compte à la Commission du résultat de sa mission. Et pour lui, ce qui est positif, c'est quand il a réussi dans un pays à installer un dialogue et à faire reculer les discriminations qui s'exercent à l'encontre d'une religion ou d'un groupe de personnes en raison de leurs convictions ou de leurs croyances. Il n'y a pas de bénéfice direct pour l'Europe, si vous voulez. C'est juste une façon pour l'Europe d'être un peu prosélyte sur les droits de l'homme. Moi, j'aimerais vous interroger sur l'euthanasie, sachant que la France, elle est quand même elle est très mal placée dans ce domaine. On a beaucoup de gens aujourd'hui encore qui vont en Belgique, dans d'autres pays de l'Union européenne, et là, il y a quand même un gros souci. Alors, j'ai envie de dire, l'euthanasie au plan européen, c'est encore pire que l'IVG. On n'en est pas à demander un droit européen. Il y avait encore des manifestations le 2 avril, une manifestation à Paris de l'association Le Choix, à laquelle nous avons participé, pour demander que ce débat soit enfin institutionnalisé en France. Parce qu'en France, vous avez quand même une situation assez étonnante. 94% de la population qui est favorable à l'euthanasie quand une personne est confrontée à des souffrances irrémédiables. Et on fait semblant de croire et de vouloir convaincre tout le monde que la loi actuelle est parfaite et qu'elle doit donner satisfaction aux demandes. Manifestement, elle ne donne pas satisfaction. Donc, on ne peut que continuer à demander que ce débat soit réouvert. Et moi, il m'a toujours semblé qu'il y avait dans ce débat, d'ailleurs, un vice de forme dès le départ. Je vous rappelle que dans la Constitution française, on va parler France, pas Europe, la Constitution française a adjoint dans sa Constitution la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Cette déclaration dit dans son article 1er, les hommes, c'est pas les hommes et les femmes, enfin l'idée c'est les êtres humains, naissent et demeurent libres et égaux en droit. Autrement dit, nous sommes libres. Nous sommes constitutionnellement libres. Quand un député dit à la Chambre, à l'Assemblée nationale,
il faut se demander si on octroie ou non la liberté aux citoyens. La liberté de choisir, mais on l'a déjà puisqu'on est libre. Nous sommes ontologiquement libres. Donc c'est pas le débat de savoir si on nous la donne, cette liberté. Ce dont on doit débattre, c'est dans quelles conditions éthiques s'exerce cette liberté. Mais elle ne doit pas être remise en question, elle ne devrait pas être remise en question, elle est constitutionnelle. Donc je ne comprends pas pourquoi on se trompe systématiquement de débat et pourquoi on ne porte pas le débat sur la question éthique. Je crois qu'on n'est pas conscient de débattre d'un faux problème. Débattre pour savoir si les gens sont libres ou pas, ça ne devrait pas exister. Parce qu'il faut effectivement en finir avec ça. Ça aboutit à des... On ne peut pas imposer ça à la majorité de la population. Je veux dire, c'est pas possible. Je ne vois pas comment ça peut continuer comme ça. Tout à l'heure, vous avez parlé des sectes. Alors, c'est vrai qu'on a des visions un peu différentes en Europe de la notion de secte. Est-ce que le départ des Anglais de l'Europe va améliorer les choses en considérant qu'une secte est une nuisance avant d'être une liberté de rassemblement? Ce n'est pas certain. D'abord parce que j'ai eu tort de parler de secte, puisque même en France, même la Miviludes ne parle plus de secte, puisqu'on ne peut pas qualifier. Vous voyez bien que parler de secte, c'est porter un jugement sur une croyance. Et là, c'est pas ça finalement que nous récusons, puisque les croyances, on a le droit d'être un adorateur des escargots si on a envie. Hein. Il y a bien, vous avez même ceux qui adorent le grand spaghetti volant. Ça existe, bon, pourquoi pas, c'est n'importe quoi, mais ils ont décidé d'avoir ça. On n'a pas apporté de jugement là-dessus. En revanche, ce que la Miviludes dénonce, ce sont des pratiques sectaires et qui peuvent impacter d'ailleurs n'importe quelle religion. Parce que vous pouvez avoir des franges intégristes d'une religion qui vont avoir des pratiques sectaires pour récupérer des ouailles et puis les maintenir sous leur coupe. Donc on va avoir des techniques de conviction un peu musclées, des façons de délester les gens de leurs biens pour qu'ils en fassent des donations au mouvement en question. Et c'est ça qu'en fait qu'on dénonce. Il y a des religions, enfin des religions qui ont ces pratiques sectaires et qui sont considérées comme des religions à part entière dans certains autres pays européens et pas uniquement dans le Royaume-Uni. Donc on continuera à être en porte-à-faux tant qu'on voudra dire qu'il y a des sectes et ça va pas marcher. Mais en revanche, dénoncer les dérives sectaires, comme là, ce sont des atteintes, c'est des abus de faiblesse, c'est des atteintes aux libertés individuelles, c'est des atteintes à la liberté de conscience. On a de quoi se défendre. Mais il n'y aura pas unanimité dans l'Union européenne. Nous avons des échéances dimanche. C'est la première fois depuis la libération qu'il y a deux candidats d'extrême droite en finale, donc avec tout ce que ça implique de risque. Sauf erreur de ma part, c'est pas des grands spécialistes de la laïcité. Est-ce que vous avez regardé un petit peu les programmes de ce côté-là des différents candidats et avoir fait un peu une évaluation sous l'angle de la laïcité? J'entends, le reste c'est personnel. Est-ce que vous avez un certain regard sur cet ensemble? On a essayé de faire une analyse, nous avons fait une analyse qui est publiée sur notre site du bilan de la laïcité du dernier quinquennat. Donc on a fait une analyse qui s'est voulue aussi objective que possible, sachant que l'objectivité parfaite n'existe pas, mais enfin on a essayé. D'ailleurs, les deux qui ont fait cette analyse ne vont pas voter la même chose, comme ça au moins on est sûr de ne pas être en campagne pour qui que ce soit. Et on a fait 2 colonnes, les points positifs et les points négatifs. Donc voilà, si vous avez envie de consulter ce document, il peut peut-être vous aider à réfléchir, sachant que dans les moments passés, même les associations laïques ne sont pas forcément d'accord pour apprécier tout ce qui a été décidé par le gouvernement actuel. Donc là aussi, il peut y avoir des divergences d'une association à l'autre. Tout ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que l'extrême droite, bien évidemment, utilise et instrumentalise la laïcité pour en fait combattre les musulmans et les arabes. On va dire les choses clairement. Leur but, c'est ça. Leur cible, c'est ça. C'est évidemment pas la nôtre. C'est besoin de le préciser. Donc ceux-là, ils sont disqualifiés d'office. D'autres, en revanche, comme les Verts, vont être parfois plus ambigus parce que ils vont donner la parole à des extrémistes, un peu comme les mouvements fémisos, comme Alliance citoyenne, qui sont en fait des gens qui veulent imposer leur façon de voir et non pas se battre pour la liberté pleine et entière de chacun. Donc, on a quelques réticences avec une partie d'entre eux. Quand on voit ce qui se passe à Grenoble, avec la mairie de Grenoble, les complaisances qu'on a
au mépris des libertés individuelles, ça pourrait nous inquiéter pour certains mouvements. Puis il y a d'autres mouvements où vous avez des voix discordantes. Certains qui vont être profondément laïques et puis d'autres qui vont ne pas l'être vraiment, qui vont être, disons, très offensifs avec une religion, moins offensifs avec une autre. On aimerait bien qu'elles soient toutes traitées à l'égalité, qu'on soit toutes sommées de respecter la loi, qu'on puisse avoir un régime, et ça, le régime parfait, on ne l'a pas. C'est un régime où la loi de 1905 serait appliquée partout, où on arrêterait d'avoir des exceptions, par exemple comme en Alsace, en Moselle, en Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon. Un régime où on arrêterait de financer les cultes sous diverses excuses, en disant que par exemple on finance du culturel, et puis en fait on finance du cultuel. Donc voilà, ce régime-là, j'ai envie de dire, personne ne le porte. Donc la seule chose dont on est sûr, c'est que quel que soit celui qui a été élu, nous devons veiller au grain en tant que citoyens pour les empêcher de donner des subventions excessives à l'école privée par rapport à l'école publique, par exemple, sous couvert d'égalité entre des régimes, puisque les deux participent du service public de l'enseignement maintenant. C'est ce qui se dit. Et nous avons envie de considérer que l'école publique doit avoir quand même un régime privilégié, une posture, enfin un statut privilégié dans une république laïque. Mais là-dessus, très honnêtement, on sera suivi par personne à l'heure actuelle. Aucun des candidats n'est prêt à porter cette décision et cette volonté laïque. C'est de l'ordre de la remarque. Nous, on a rencontré le référent de la CAF sur le département, d'accord, et le référent de la CAF, donc ils sont en train de faire la chasse, c'est peut-être pas le mot tout à fait adapté, mais aux associations qui ne seraient pas totalement laïques, d'accord, pour justement ne plus leur donner de subventions. Alors, ce qui est possible au niveau des départements, peut-être que ce serait possible au niveau de l'État. C'est illusoire, mais bon, pourquoi pas. C'était vraiment de l'ordre de la remarque. Hein. Alors, votre remarque est très intéressante parce qu'en fait, il s'agit de mesures nouvelles. C'est la loi d'août 2021 qui oblige toute collectivité locale ou toute instance de l'État, on va dire, la CAF, mais aussi les départements, mais aussi les régions, mais aussi l'État lui-même, à faire signer une charte laïque aux associations subventionnées. Donc, normalement, et on a de la chance, le texte est unique, c'est la même charte, donc on ne va pas avoir des différences d'une région à l'autre. Donc, au moins, là-dessus, il y a un écueil qui a été évité. Le texte est le même pour tout le monde. Donc, tout le monde sera sur un pied d'égalité. Donc, logiquement, on ne devrait plus subventionner les associations. Mais ça ne concerne que les associations. Et puis ça n'est pas valable, à partir du moment où il s'agit d'une association cultuelle et de la rémunération des prêtres en Alsace, ça va rien impacter du tout. Hélas. Bonjour, j'ai lu un article par Jean-Michel Decamp. C'est expliqué en Belgique et aux Pays-Bas, la Constitution est fondée sur ce qu'on appelle le système de pluralité. Et je vais demander quelle est la différence, qu'est-ce que ça veut dire le système de pluralité. Merci. Alors, la différence, c'est que on considère que les cultes qui sont suffisamment implantés dans la société, ce sont des piliers, et que ce sont des piliers que l'État doit subventionner pour qu'ils puissent fonctionner correctement. Donc l'État subventionne toutes les religions. Il y a quelques années, le mouvement laïque a réussi à se faire identifier comme mouvement porteur d'une conviction philosophique. Donc, il est financé, en Belgique en tout cas, aux Pays-Bas je sais pas, je crois pas. Mais en Belgique, il est financé à l'égal des religions. Il est considéré comme une religion. Donc il fonctionne comme une religion. Donc il y a des aumôniers laïcs, je puis dire, qui vont faire des visites en prison, visites à l'hôpital, aide aux cérémonies. Il y a des maisons de la laïcité un peu partout, et ce sont les mouvements laïcs les plus riches d'Europe. Forcément, ils ont des revenus que les autres n'ont pas, puisque les autres vivent des adhésions de leurs adhérents, ce qui est beaucoup plus modeste, évidemment. Et ça, c'est valable en Belgique. Donc c'est ce système-là qui est en vigueur.
Et chaque fois qu'une religion prend plus d'importance, je pense par exemple aux bouddhistes, je crois que les bouddhistes sont maintenant subventionnés aussi parce que cette religion a pris de l'importance et qu'elle est devenue représentative, suffisamment importante, suffisamment représentée dans le pays pour être également subventionnée. Alors l'islam bien sûr, mais ça depuis plus longtemps parce qu'ils sont encore plus nombreux. Et puis les religions traditionnelles. Et puis si un jour il émerge encore une autre religion parce qu'il y aura eu beaucoup, je sais pas moi, si tout d'un coup pour une raison ou pour une autre, il y a beaucoup d'hindouistes qui arrivent en Belgique, eh ben la religion hindouiste va se trouver elle aussi parmi les religions subventionnées. Donc c'est ça le principe. Donc la différence est quand même le mouvement laïque, il est un petit peu parfois pris entre deux feux parce que lui, philosophiquement, il défend aussi la séparation des églises et de l'État. Et on lui a demandé, d'ailleurs, on a posé à la présidente du mouvement du Centre d'action laïque, on lui a dit, est-ce que vous n'êtes pas en train de lutter contre vous-même, puisque si il y a séparation des églises et de l'État, vous ne toucherez plus un sou. Et elle a dit, on se débrouillera autrement. Voilà, la réponse était claire. Oui, vous avez tout à l'heure parlé du Royaume-Uni et vous avez dit qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient hindous et que quand il y avait des réunions, ils commençaient par une prière chrétienne. Et moi, je sais qu'en Inde, dès qu'il y a une réunion, que ce soit le tribunal ou ailleurs, ils commencent par une prière. Alors justement, et on vient aussi de parler des hindous. Alors en France, il y a beaucoup d'hindous. Moi, je les appelle des gens de religion védique. Apparemment, c'est plus juste. Mais il n'y a aucun temple hindouiste. Aucun. Et ce sont des gens, pas à ma connaissance. En tout cas, ce sont des gens, moi j'en ai fréquenté, j'en connais. Ils vont aller à l'église catholique, dans un couvent ou autre. Et ils pratiquent beaucoup, ils pratiquent chez eux. Donc ce sont des gens, j'ai envie de dire, extrêmement discrets. Sur les hindous, il me semble avoir vu un article il n'y a pas longtemps qui est paru dans la Revue des Deux Mondes et qui est signé de Didier Lesky, l'un des responsables de l'immigration, de la gestion de l'immigration en France, qui parlait de temples hindous qui émergeaient maintenant. On commence à en avoir en France, parce que c'est normal, à partir du moment où ils sont assez nombreux, il est normal qu'ils construisent des temples. Et on en a, ce n'est plus aussi rare, mais comme vous le dites, ils sont très discrets, donc on ne voit pas forcément où ils sont. Vous estimez à combien de pays en Europe qui sont laïcs, considérés laïcs? Écoutez, j'ai pas envie de répondre très directement à cette question. Non pas que je veuille l'esquiver, mais c'est difficile à dire parce que laïque en Europe, ça veut dire quoi? Comme je vous l'ai dit, il y a 11 pays qui ont dans leur constitution la séparation des églises et de l'État. Mais dans ces pays, vous avez l'Italie. L'Italie qui a encore un concordat avec l'Église catholique. Vous avez l'Espagne, je crois que l'Espagne aussi. Non, l'Espagne n'a pas encore. Non, il n'y a pas de séparation en Espagne. Mais il y a des pays qui, chacun a adapté ce concept à sa sauce. Alors, porter un jugement, est-ce qu'ils sont laïcs, est-ce qu'ils sont pas laïcs? Moi, j'ai plus envie de me focaliser sur les droits fondamentaux. Est-ce que ces pays respectent ou non les droits fondamentaux? Parce que même la loi de 1905, il se trouve que chez nous, nous avons décidé d'avoir la séparation des églises et de l'État parce que nous avons considéré que c'était ce qui avait de plus efficace pour respecter la liberté de conscience de chacun. Mais il y en a d'autres qui ont fait d'autres choix. Et avec ces autres choix, ils respectent tout aussi bien la liberté de conscience. Donc, on n'a rien à dire. Vous voyez, et le choix qu'ils ont fait va correspondre à leur culture, va correspondre à leur histoire. Donc, il est légitime. En plus, c'est le leur, donc il est légitime. Et il est d'autant plus légitime qu'ils respectent les droits fondamentaux. Ils ne le seraient pas, et on aurait tous les droits de lutter contre ce qu'ils avancent s'ils ne respectaient plus les droits fondamentaux. Quand la Pologne ne respecte plus la liberté de conscience parce qu'elle impose les cours de religion à l'école publique, là, il y a atteinte à la liberté de conscience. Mais on va pas s'offusquer de ce qu'elle a un accord avec l'Église catholique, où il faut qu'on démontre en quoi cet accord avec l'Église catholique contrevient à la liberté de conscience. Donc il faut rentrer dans l'intimité de la loi et de son fonctionnement pour arriver à dénoncer ou même attaquer devant des tribunaux certaines façons de faire. Mais je crois que c'est difficile et je me sens pas le droit en plus. En tant qu'Européenne convaincue, parce que il y a trop longtemps que je dialogue avec des gens qui n'ont pas tout à fait... La culture européenne existe, il y a un fond commun. Mais
quand même, il y a des points de vue différents. Et je me sens pas le droit de porter un jugement sur leur point de vue. Je veux au contraire essayer de le comprendre pour qu'ensemble, nous trouvions les moyens, chacun chez nous, chacun dans nos États, avec nos histoires et nos cultures, la façon d'installer un régime politique qui respecte les droits fondamentaux. Je crois que c'est ça l'enjeu. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à dialoguer. Pendant très longtemps, malheureusement, les associations laïques se sont crues autorisées, parce qu'on était tellement fiers de notre laïcité, qu'on arrivait en Europe en disant, mais on a nous trouvé la solution, faites donc comme nous. Quand les Français disaient ça, à l'époque on était 28, il y avait 27 pays qui rigolaient. Donc il faut pas rentrer dans cette logique-là. Il faut rentrer dans une logique de dialogue et de compréhension, je crois, et de coopération. Qu'en est-il de la gestion statistique des religions en France ? Bon, c'est toujours interdit de faire des fichiers pour dire un tel appartient à telle religion et le classer dans la colonne religion. Ça, c'est clair et on n'est pas prêt d'y renoncer. En revanche, vous avez parfaitement le droit de faire une enquête, une étude de marché qui demande aux personnes comment vous classez-vous. Vous considérez-vous comme une personne religieuse et de quelle religion considérez-vous que vous êtes un adepte. Vous allez avoir un pourcentage de gens qui vont refuser d'y répondre. Vous allez avoir un pourcentage bien plus important de gens qui répondent. Donc, faire des études de marché sur la représentation des religions, leur poids éventuellement, comment votent les catholiques, parce que ça on le fait, hein, comment votent les catholiques, comment votent les musulmans, comment votent les protestants, comment votent les juifs, etc. C'est quelque chose qu'on a les moyens de faire. Donc c'est souvent un faux problème hein, de dire qu'on ne peut pas avoir de résultats. On a des résultats quand on veut se donner le mal de les avoir. Mais c'est sur du déclaratif. Et vous voyez bien que ce déclaratif-là, il préserve la liberté de chacun. D'abord, il y a l'anonymat. Il y a le fait qu'on n'est pas classé définitivement. Il y a le fait que si on change, on va changer de déclaration et on a cette liberté-là. Donc, moi, je trouve que ce système peut répondre à tous les obstacles et les études sociologiques dont on a besoin, on peut les faire, encore une fois. Alors, où en est-on dans le camp des laïcs dans l'Union européenne? Il est composé de qui? Le camp des laïcs dans l'Union européenne, de qui est-il composé? Est-ce qu'il est assez fort? Est-ce qu'il se développe ou pas? Où en est-on? Alors, le camp laïque, il n'y a pas énormément d'associations qui sont représentées. Il y a des associations laïques et des obédiences maçonniques. Les associations laïques, on va les citer très vite parce qu'elles ne sont pas nombreuses. Il y avait la Fédération humaniste européenne qui, et là je dis il y avait parce qu'elle a décidé de se saborder dans une récente assemblée générale et de devenir un département européen d'une association mondiale qui s'appelle Humanist International, donc les humanistes internationaux, et de ne plus faire d'actions de lobbying, mais de se recentrer sur leurs actions humanitaires et d'accompagnement de la population. Donc ceux-là vont disparaître du champ politique. De temps en temps, on les invite encore, et quand ils prennent la parole, c'est souvent extrêmement pertinent, hein, d'ailleurs. On regrette un peu qu'ils soient moins présents parce qu'on avait besoin d'eux. Donc nous avons créé avec le Centre d'action laïque et avec une Europa Laica, qui est une association espagnole, une association italienne qui vient de se créer, les Anglais qui ont voulu nous rejoindre, la National Secular Society, la Ligue de l'enseignement, les PEP, une association polonaise et une autre association espagnole qui vient de nous rejoindre aussi. On a voulu créer un réseau laïque européen qui soit réellement un interlocuteur politique dans le cadre de l'article 17 que je vous ai lu. Donc ce réseau démarre, il a été créé officiellement en octobre 2021. Il a vocation à s'élargir à un maximum de pays pour être l'interlocuteur laïque politique dont on a besoin. Il y a égal, très modestement, on continue d'être présent et on est invité à toutes les réunions et nous venons à toutes les réunions. Et c'est du militantisme, hein, parce que vraiment ça nous demande un effort parfois même financier pour chacun d'entre nous, mais on le fait. On le fait parce que on est des militants. Hein. Et puis il y a les obédiences maçonniques. Et là, c'est assez variable, on voit pas toujours les mêmes. Ce sont ces gens-là qui représentent le mouvement laïque. Et ça fait pas beaucoup de monde. Et pour une raison simple, quand on est athée, par exemple, on n'a pas besoin de se regrouper. Les organisations d'athées, ça existe, hein, les athées d'Europe, mais c'est des associations qui sont vraiment très faibles en nombre d'adhérents, parce qu'on n'a pas besoin de se regrouper entre athées. Il n'y a pas de rite athée
On va pas aller dans une église athée. Donc, pourquoi faire? Pourquoi se regrouper? Ça n'a pas de sens. Ça n'a juste pas de sens. Donc, c'est des citoyens qui vont manquer d'interlocuteurs d'une certaine façon, alors qu'ils peuvent être majoritaires comme en France. Ils peuvent être majoritaires et pourtant pas représentés. Donc, les seuls qui parlent, pas au nom des athées, mais qui disent simplement attention, ce que vous dites là, ça concerne pas les athées, il faudrait peut-être pas les oublier dans vos discussions, dans vos mesures, etc. Les seuls qui le disent, c'est les mouvements laïques. Parce qu'on essaye d'oublier personne. Très objectivement, les mouvements laïques n'étaient pas favorables à cet article 17. Ils considéraient que nous n'avions pas à avoir un statut privilégié au sein de l'Union européenne, et les religions non plus d'ailleurs. Et que nous étions des citoyens comme les autres, et il existe un autre article, je ne sais plus quel numéro il porte, dans le traité de fonctionnement de l'Union européenne, qui oblige les instances européennes à dialoguer avec la société civile, donc avec les associations de la société civile, et ça nous semblait bien suffisant. Il n'y avait aucune raison qu'on en fasse davantage pour les religions, qu'on leur donne un statut à part, notamment. Et ce qui s'est passé au moment de la discussion, ça c'est quand on discutait sur le traité de Lisbonne, sur le traité constitutionnel européen, on s'est rendu compte que sous la pression des lobbies religieux, on était en train d'octroyer aux religions un statut à part et un statut privilégié. Et que donc tous les gens qui n'avaient pas de religion allaient être représentés par la société civile et donc allaient passer dans un statut un peu inférieur, vous voyez, moins privilégié, on va dire. Et ça, c'était pas acceptable. Ceux qui s'en sont rendus compte, c'est les Belges. Donc c'est les humanistes flamands qui s'en sont rendus compte, qui ont alerté le ministre belge qui siégeait dans les discussions sur le traité de l'Union européenne, et qui a dit, non mais attendez, si vous parlez des cultes, il faut parler des associations non confessionnelles et les mettre ensemble. Parce qu'on ne peut pas, sinon il y a discrimination, là c'est pas possible. Il a obtenu gain de cause, et c'est comme ça que cet article 17 est passé. Et pendant longtemps, les associations laïques qui n'étaient pas favorables à cet article l'ont ignoré. Moralité, on n'entendait que les religions. Et le lobby religieux ose tout. Il faut savoir qu'on a eu quand même comme demande du temps de Prodi, quand Prodi était le président de la Commission européenne, l'Église catholique a demandé à bénéficier d'un bureau à la Commission européenne ce bureau pourrait être situé, par exemple, à côté du secrétariat d'où sortaient toutes les directives européennes. Au hasard, comme ça. Ça a été refusé quand même, il ne faut pas pousser. Mais il n'y a pas si longtemps, il y a maintenant 3 ans, il y avait un projet qui était proposé par l'ancienne vice-présidente du Parlement européen, qui était notre correspondante, d'installer un bureau des religions auprès du Parlement européen. Pourquoi on se le demande? Donc, ils reviendront tout le temps à la charge. Oui, mais qu'eux, ils trouvent un intérêt. Je veux bien. Mais le Parlement, quel est l'intérêt du Parlement d'avoir des lobbyistes à sa porte? Il faut qu'on m'explique. Que non seulement on envisage d'avoir un bureau des cultes, mais on envisage en plus de le faire passer par le bureau, la décision devait passer par le bureau du Parlement européen, sans aucune discussion en assemblée plénière. Donc, en gros, en catimini. Ce n'est pas passé. On va peut-être demander à notre Jean-Cri international de nous commenter un petit peu, au moins un ou deux dessins qu'il est en train de faire depuis le début de l'émission, et puis on reprendra les questions bien sûr après. Alors, le premier dessin, c'est sur le match sur la liberté de conscience. Je vous le présente. Toute ma question sur les laïcité et religion, c'est-à-dire l'opposition, c'est un match. Bon, moi, j'ai fait quelques recherches. Il semblerait qu'il y en ait que 3 qui soient officiellement vraiment laïques en Europe. Je sais pas. Donc un match laïcité et religion 3-24, avec effectivement, c'est pas gagné. Donc le match est encore loin d'être gagné. Un autre dessin sur le droit à la différence et la différence des droits. C'est ce que vous soulignez tout à l'heure. Et donc c'est quelqu'un d'un peu balèze qui donne un grand coup dans la tête d'un autre en disant, dans ma religion on tape ceux qui ne croient pas, et l'autre il répond, pas dans la mienne. Et puis le dernier dessin que je suis en train de faire là, religion et identité, c'est un passeport où il y a passeport, la photo et tout, et puis à droite il y a des cases à cocher, chrétiens, musulmans, juifs, et la dernière case c'est perso. À propos du dernier dessin, c'est que quand la Grèce a rejoint l'Union européenne, il était mentionné la religion des personnes sur les cartes d'identité grecques. Et c'est l'Union européenne qui a imposé à la Grèce de supprimer ça. Oui, la liberté de conscience.
Cette assignation à religion est absolument intolérable. Mais à Chypre, il n'est pas certain que ce soit aussi clair que ça, puisqu'il faut obligatoirement se déclarer comme appartenant à une des deux communautés, grecque ou turque. Alors si vous êtes français qui s'installe à Chypre et qui demande la nationalité chypriote, je vous souhaite bien du plaisir. Je ne sais pas ce qu'il va choisir. Alors moi, j'ai entendu un cas un petit peu particulier il y a quelques années d'un Français qui a été travailler en Allemagne. Et alors, il va travailler en Allemagne et puis son employeur lui demande de déclarer sa religion. Ce Français est scandalisé et refuse de déclarer sa religion. Bon. Mais l'employeur n'est pas resté là. Il a contacté son diocèse local, le diocèse allemand, pour avoir plus ample d'informations sur cette affaire. Ce diocèse allemand s'est mis en relation avec le diocèse français de la naissance de ce Français, qui a ressorti l'acte de baptême, l'a transmis au diocèse allemand, qui l'a transmis à l'employeur, et du coup a financé la religion catholique dans ce cas-là. Donc ça pose question. Ça pose question parce que là on voit deux législations, deux droits différents. Il me semble qu'on a une loi en France qui est informatique et liberté, où on a le droit de pouvoir changer cela. Je crois qu'il y a des associations qui se sont battues d'ailleurs pour pouvoir être radiées des listes des baptêmes et que l'Église catholique fait tout pour que ça ne soit pas le cas. Et si on veut vraiment que ça soit le cas, il me semble qu'il faut même aller en procès et que même là, c'est même pas sûr de gagner. Est-ce qu'on peut avoir un commentaire sur tout ça? Il faut commencer par connaître la situation en Allemagne. Comment ça se passe en Allemagne? Comment les cultes sont financés? En Allemagne, vous avez, quand vous faites votre déclaration d'impôt, vous vous déclarez appartenant à tel culte. Et dans les impôts que vous payez, il y a une part qui est prélevée, une part supplémentaire plutôt qui est appelée, et qui sera redistribuée au culte auquel vous appartenez. Donc, si vous vous déclarez catholique, c'est l'Église catholique qui va recevoir un pourcentage X, je sais plus de combien. Je crois que c'est 10% des impôts, je sais plus. En tout cas, un pourcentage des impôts qui revient au culte. Et les cultes sont financés comme ça, mais ça transite par l'État. C'est l'État qui fait la redistribution. Chacun doit dire quelque chose ou dire rien. On peut dire je n'appartiens à aucune religion, auquel cas on ne paye pas l'impôt religieux et c'est assez légitime. Effectivement, ce cas-là a fait l'objet d'une action en justice, parce qu'il n'en est pas resté là. Je ne sais pas si c'était lui ou qui était militant de la libre pensée ou qui avait contacté les gens de la libre pensée. En tout cas, il y a eu une action en justice et qui a donné raison aux citoyens en question, parce que lui disait, moi j'ai été baptisé, mais enfin bon, j'avais pas franchement voix au chapitre quand on m'a baptisé. Aujourd'hui, c'est plus mes convictions et on n'a pas à m'imposer d'être catholique sous prétexte que j'étais baptisé quand j'avais un mois ou je sais pas combien, je sais même pas à quel âge exactement on baptise, enfin peu importe, il n'avait pas voix au chapitre. Et donc il a eu gain de cause. Et maintenant, les diocèses français font attention, ils ne délivrent pas cette information parce qu'ils n'en ont pas le droit. C'est à l'individu de dire si oui ou non il appartient à tel culte ou pas du tout. Mais les églises allemandes ont les mêmes problèmes que les églises françaises, c'est-à-dire qu'elles sont pas franchement pleines. Et encore moins du côté anciennement est-allemand, où on a beaucoup plus de gens qui se sont détachés des religions que de l'Ouest, dans l'Ouest. Et donc, ils ont des problèmes pour faire rentrer l'argent. Et par mesure de rétorsion, ils ont annoncé que désormais, ceux qui ne payaient pas l'impôt religieux n'auraient droit à rien. Donc, si vous passez l'arme à gauche, vous ne vous ferez pas enterrer à l'église si vous n'avez pas payé l'impôt religieux. Donc, les services, c'est payant. Et uniquement comme ça. Je ne sais pas si ça va empêcher les gens de se détacher de la religion. En tout cas, c'est la situation qu'on connaît aujourd'hui. Oui, sur ce que vous disiez par rapport à l'Allemagne ou même certains autres pays, qu'en est-il du RGPD, qui est un règlement européen avec son article 9 sur les données sensibles, où justement c'est une donnée sensible qui ne se diffuse pas comme ça et qui demande le cas, par exemple, que c'était Jérémy tout à l'heure, le fait qu'une tiers entité soit capable de donner la religion de quelqu'un est totalement illégal. Alors le RGPD, c'est effectivement un règlement de protection qui est applicable aujourd'hui dans toute l'Union européenne. Ça ne veut pas dire, le RGPD ne dit pas que l'Église n'a pas le droit de communiquer cette information. Le RGPD dit qu'il doit informer les adhérents, enfin une association, quelle qu'elle soit, égale par exemple, doit informer ses adhérents de l'usage qu'elle fait des données personnelles qui nous sont confiées. Donc nous, sur notre bulletin d'inscription, par exemple, on dit clairement que ces données personnelles sont gardées par l'association et divulguées à personne.
clair, net et précis. L'Église catholique pourrait dire mais si on a des demandes, on les transmet. Mais comme il y a eu ce procès, en France en tout cas, elle le fait pas. Elle ne le fait, enfin à ma connaissance, elle ne le fait plus. J'ose espérer que l'arrêt de la Cour est respecté. Mais avec l'assentiment des gens qui sont inscrits, elle peut le faire. Il y a eu aussi, alors oui, chose importante, à la suite de cette action en justice, il y a quand même eu toute une vague de gens qui ont demandé à ne plus être. Il y a déjà d'abord des gens qui ont découvert qu'ils étaient encore inscrits sur les registres paroissiaux, alors que comme ils étaient complètement détachés de la religion, mais néanmoins baptisés quand ils étaient gamins, ils ont découvert qu'ils étaient inscrits sur ces registres et qu'ils ne souhaitaient pas être inscrits. Donc on peut demander la désinscription des registres. Ça prend du temps, mais l'Église accepte. On peut pas le refuser. Elle n'a pas le droit de le refuser, justement en raison de tous ces règlements de protection de la vie privée des gens. J'ai un contre-exemple là-dessus. Je connais quelqu'un qui a fait, après avoir entendu tout cela, volonté de se faire radier des registres baptismaux. Donc, il écrit un courrier, ok. Le diocèse lui répond, voilà, on a mis un coup de tampon pour dire à renoncer à son baptême. Envoie le truc comme ça en disant, voilà, mais si vous voulez revenir, bien sûr, dans la religion catholique, vous pouvez. Cette personne a réécrit une lettre en disant, mais c'est pas ça, on demande informatique et liberté, on a le droit de radier. Et l'Église a répondu pour une fin de non-recevoir et refusait de radier la personne. Donc, et ça, il y a pas beaucoup d'années que ça s'est passé. Vraiment, ça c'est très récent. Donc, ça questionne. Il faudrait aller en procès. Bon, cette personne ne souhaitait pas aller plus loin parce que pour mettre en place des frais juridiques là-dessus, ça paraissait un peu compliqué. Mais là, il y a vraiment un grand sujet, me semble-t-il. Oui, d'autant plus, ce sujet est d'autant plus important si les personnes concernées elles-mêmes considèrent que c'est injuste. Je veux dire qu'on a normalement un droit d'accès à tout ce qui nous concerne et nous avons le droit d'en demander l'élimination totale, enfin l'effacement. Ça, c'est notre droit absolu. Donc ça se plaide. Alors, bien sûr, c'est toujours embêtant et surtout en France, la justice est particulièrement lourde et particulièrement lente. On espère qu'un jour ça va quand même s'améliorer parce qu'on n'arrête pas d'être condamné par la Cour européenne des droits de l'homme pour déni de justice justement parce qu'elle est trop longue. Mais c'est le seul moyen effectivement qu'on a d'obtenir gain de cause et je pense que par une action de justice, il obtiendrait gain de cause. Et il faut juste avoir envie de le faire, ce qui est... Oui, je connais un peu le domaine. Il suffit de saisir la CNIL. C'est ce qu'on appelle le droit d'effacement, le droit de rectification. Comme en plus le consentement n'a pas été donné à l'époque sur tout ce qui est utilisé aujourd'hui, puisqu'à l'époque, enfin moi, que j'étais baptisé, on m'a pas demandé mon avis, je sais pas parler. Donc, et mes parents ne connaissant pas tous les droits, ce qu'on appelle le consentement éclairé, donc il n'y a pas écrit qu'on a le droit de diffuser les données comme ça. Et donc le droit de rectification et le droit d'opposition existe. Et donc il suffit de saisir la CNIL. Et en principe, il y a 2 mois pour réagir. Ça c'est très intéressant parce que saisir la CNIL c'est gratuit. Voilà. Alors on a parlé de quelques pays européens, mais on n'a pas cité tous. Est-ce qu'on peut avoir quelques autres exemples de comment ça fonctionne dans les autres pays qu'on n'a pas cités? Je peux vous donner l'exemple de l'Espagne. L'Espagne sort d'un régime. Enfin, c'est maintenant un pays largement démocratique, bien sûr, mais elle sort d'une histoire extrêmement proche de l'Église. Sous la dictature Franco, il y avait l'alliance du régime franquiste et de l'Église catholique, et d'une Église catholique pas du tout progressiste, mais au contraire assez rétrograde, et qui est aussi avec une présence très importante de l'Opus Dei. L'Opus Dei est une organisation catholique qui travaille à, renforcer le pouvoir de l'Église dans la société civile. Donc c'est une organisation secrète, discrète, qui travaille à ce que l'Église, à ce que les valeurs de l'Église se répandent dans la société. Voilà, pour le dire clairement. Il se trouve qu'en Espagne, l'Opus Dei est particulièrement implanté et que les ministres membres de l'Opus Dei le disent ouvertement. Bien que ce soit une société secrète, en France, vous ne saurez jamais qui fait partie de l'Opus Dei, sauf si vous arrivez à le savoir par une indiscrétion. En Espagne, c'est public. Quand le gouvernement Zapatero est tombé il y a quelques années,
à l'époque, il avait installé le droit à l'IVG. L'Église combat ouvertement le droit à l'IVG. Il considère que c'est un meurtre des enfants qui sont normalement, selon eux, des êtres humains dès la première minute de leur conception. Que les femmes soient en danger, tout ça, ça n'a rigoureusement aucune importance. Donc, un ministre, après la chute du gouvernement Zapatero, qui était un gouvernement de gauche, les élections ont mis au pouvoir la droite. Et avec la droite revenait évidemment l'Église catholique au premier plan et la morale catholique au premier plan. Donc, un des ministres espagnol avait décidé d'abolir le droit à l'IVG. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, ce qu'ils n'ont pas vu venir, c'est la levée de bouclier des femmes espagnoles. Et alors là, les femmes croyantes et pas croyantes, hein, elles étaient toutes rassemblées pour dire non, ça va, cette liberté, on la garde. Donc, elles ont manifesté de façon très très dure. Elles ont été soutenues. Il y a eu des manifestations à Londres, à Paris, à Bruxelles et puis dans d'autres capitales européennes pour les soutenir. Et le gouvernement espagnol a dû reculer. Et le ministre en question, qui était responsable de cette manœuvre, a quitté la politique. Dégoûté. Et il a démissionné du gouvernement et il a quitté la politique. Donc, ce qui montre d'abord que quand les libertés fondamentales sont menacées, le peuple a voix au chapitre. Le peuple peut quelque chose. Et il faut jamais l'oublier, ça. Parce que si le peuple baisse les bras, alors c'est là qu'on laisse la voie libre à toutes les dictatures possibles. Et là, c'était une démonstration vraiment flagrante. Alors, quel est le régime maintenant qu'il y a en Espagne? Il y a toujours un point important de l'Église catholique parce qu'il y a un concordat avec l'Église catholique et il y a des lois organiques avec les autres religions qui font que l'État, tout en étant normalement ne soutient pas une religion, il ne va pas définir quelle est la bonne religion, quelle est la mauvaise religion, mais malgré tout, il n'est pas libre, il n'est pas séparé, il n'est pas libéré ni affranchi des religions. Donc c'est encore une grande pesanteur et les associations laïques espagnoles aujourd'hui travaillent à essayer d'obtenir la séparation des églises et de l'État. Maintenant, je vais vous citer le cas de l'Espagne. Vous parliez tout à l'heure de 3 pays. Il y a 3 pays qui se disent laïcs, mais il y a 11 pays qui ont marqué dans leur constitution, et je le sais parce que je les ai lus, ces constitutions. Je suis allée toutes les voir. Il y a 11 pays qui parlent de séparation du politique et du religieux dans leur constitution. Mais à leur façon. L'Italie en est un. Alors, quand vous connaissez l'état de religiosité de l'Italie, vous vous dites, bah si, dans la religion, dans la Constitution, il est marqué qu'il y a séparation. Et c'était d'ailleurs à ce titre que les juristes italiens appuyaient le fait qu'on demande d'enlever les crucifix à l'école publique, dans les salles de classe de l'école publique. Parce qu'il y a séparation, donc qu'est-ce que ça fait, ces crucifix dans une école publique? Une école religieuse, on veut bien, mais l'école publique, quand même, faut pas pousser. Et ils n'ont pas eu gain de cause parce que ce qu'a plaidé le gouvernement italien, qui c'était le gouvernement Berlusconi, c'est un usage. Ça a toujours été comme ça fait partie de notre culture. Et malheureusement, il a été entendu par la Cour européenne des droits de l'homme, qui a donc statué qu'on pouvait laisser les crucifix à l'école publique. On peut laisser les crucifix dans les tribunaux. Et ils ont à la fois la séparation et à la fois un concordat avec l'Église catholique. Et ça, c'est le fruit de leur histoire. C'est le fruit de l'implantation de l'Église catholique dans la population italienne. Donc c'est pour ça que je vous dis, sont-ils laïcs, sont-ils pas laïcs? Ils ont voté la séparation quand même, mais ils sont pas laïcs, oui, ça c'est clair. Donc comment juger, comment savoir? Et c'est toujours, vous avez 27 États et 27 régimes différents. Voilà. Où il reste encore, comme je vous l'ai dit, l'obligation que la royauté soit choisie dans une famille qui observe le culte luthérien. Mais il faut savoir, on va parler du Danemark. Le Danemark est intéressant. En Danemark, royauté constitutionnelle, démocratie, personne ne saurait nier que le Danemark est une démocratie. Il y a une religion d'État. Donc la religion officielle, c'est la religion luthérienne. Mais où croyez-vous qu'on a voté le plus vite et le plus tôt pour le mariage des homosexuels, y compris dans les temples? Eh bien, c'est au Danemark. Vous voyez? Le principe d'une religion officielle est insupportable pour qui défend la liberté de conscience.
Et quand il s'agit des libertés, ils sont loin d'être les derniers. Alors, il faut attaquer, il faut les pousser à faire la séparation, il faut attendre qu'ils y viennent éventuellement. Moi, j'ai pas la réponse. Je ne sais pas quoi dire. En revanche, s'il y avait une association laïque danoise qui puisse nous exposer en quoi le fait qu'il y ait une religion d'État est un inconvénient pour la population qui ne partage pas cette conviction ou cette croyance, on pourrait peut-être y voir plus clair. Mais vu de l'extérieur, c'est pas clair du tout, c'est pas évident. Et dans les pays de l'Est, alors, ça se passe comment? Alors là, ça c'est compliqué. La situation entre l'Ukraine et la Russie aujourd'hui est évidemment compliquée. Elle l'était avant la guerre, puisque les deux populations sont assez religieuses finalement, peut-être encore plus les Ukrainiens que les Russes. Donc la religion est un point important dans ces deux sociétés. Tous deux issus de la religion orthodoxe et dépendaient au départ du patriarche russe. Donc c'était lui effectivement qui avait autorité sur les églises, les différentes églises. Et puis avec la volonté d'autonomie des Ukrainiens, il s'est créé une église ukrainienne avec un patriarche ukrainien qui ne se reconnaît pas, ne considère qu'il ne dépend plus de Moscou. Le régime politique russe s'appuie énormément sur l'église orthodoxe russe, qui est pas marrante en termes de liberté, vraiment pas. Et mais c'est l'alliance du sabre et du goupillon dans toute sa splendeur à l'heure actuelle. Poutine se dit lui-même très croyant. On ignore absolument si c'est la vérité ou si c'est par intérêt politique qu'il se déclare croyant. On ne sait pas. Là, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Ça fait partie des mystères de l'individu. Mais en tout cas, les églises orthodoxes reviennent en force. Et vous avez en fait beaucoup d'églises orthodoxes différentes. Vous avez aussi l'obédience grecque qui est encore différente, mais qui est assez proche des Russes. Ils se défendent pas mal les uns les autres. Quand on les voit intervenir au Conseil de l'Europe, c'est pas les plus grands progressistes quand même. C'est un de ceux-là qui avait sorti que toutes les crises que connaissait l'Europe étaient dues à la laïcité. Donc, on peut considérer que ce sont des églises qui ne voient pas d'un bon œil la séparation des églises et de l'État, qui ne voient pas d'un bon œil la liberté de conscience, mais qui verraient d'un meilleur œil la liberté religieuse. Parce que c'est la liberté qui leur serait donnée à eux, et pas aux croyants ou aux incroyants. Des libertés religieuses, mais pas de toutes les religions. De la leur d'abord, bien entendu, et les autres... voilà, à combattre. On est moins sensible à la liberté individuelle et au contraire, c'est principalement ça qui agresse Poutine et c'est principalement ça qu'il récuse à ses frontières. Voir à sa frontière immédiate des pays où la liberté règne, c'est une menace pour son régime parce que ça pourrait donner des idées à d'autres. Ça pourrait arriver, faire tache d'huile en Russie et donc on récuserait son pouvoir absolu. C'est bien pour ça que la liberté procurée par le mouvement de Maïdan, par les élections en Ukraine, c'est totalement insupportable pour lui. Mais comme ça l'est probablement en Roumanie, comme en Pologne, même si en Pologne c'est moins évident, mais c'est encore trop pour lui. Comme ça l'est en Hongrie, et même aussi en Hongrie c'est moins évident, mais c'est encore trop pour lui. Là il aura moins de soucis à se faire puisqu'il a un régime Orban qui est favorable. Qui lui est plutôt favorable. Il n'ose plus trop le dire en ce moment, mais il est plutôt favorable. Mais donc, voilà, dans ces pays-là, on a une mainmise de la religion orthodoxe qui est d'une expression, j'ai envie de dire plutôt autrement, d'une expression de la religion orthodoxe qui est vraiment très intégriste et traditionnelle. Et pas du tout favorable à la liberté de conscience. Alors, quels sont les combats actuels vraiment des dossiers brûlants en cours que fait EGaL ou SUI ou les dossiers au niveau du Parlement européen qui sont mettre sur la table? Les dossiers qu'on va suivre, c'est le maintien de cette liberté de pensée, de conscience et de religion, le fait que tout le monde au Parlement européen cesse de parler de liberté de religion, mais parle de liberté de pensée, de conscience et de religion, puisque c'est ça qu'il y a dans nos textes et c'est ça qu'on doit respecter. Le fait que nous soyons traités à parité, à égalité avec les religions,
On a eu des succès, on a eu des succès quand même. On a eu des avancées. Il faut être modeste en Europe. C'est-à-dire qu'il faut accepter parfois que les succès soient sur du moyen terme, que ce soit pas tout de suite. De devoir répéter, dire et redire les choses un nombre incalculable de fois pour qu'à un moment on soit entendu et que ça finisse par passer. On a une chance, c'est de pouvoir nous appuyer sur des textes européens, donc ils ne sont pas contestables. Quand nous nous appuyons sur ces textes pour argumenter, on ne peut pas nous dire vous avez tort. Au contraire, on nous écoute avec beaucoup d'attention. C'est un des succès d'égal. Je crois qu'on a conquis un succès d'estime, qui est justifié parce que on n'essaye pas d'obtenir ce que l'Europe n'est pas. On essaye simplement d'obtenir qu'elle respecte ce qu'elle a déclaré qu'elle était. Donc on ne peut pas nous le reprocher, ça. Et comme ça, nous pouvons avancer. Donc il faut que ça rentre bien dans les esprits. C'est la bataille des mentalités maintenant. On a bien sûr des longueurs de retard. On est moins implanté. Il faut dire les choses clairement. Quand une présidente du Parlement européen qui est d'origine maltaise et qui est elle-même profondément catholique discute avec les représentants du Vatican, c'est pas comme quand elle discute avec Égal. C'est évident. Mais je reconnais que nous avons chez nos interlocuteurs une certaine estime, parce qu'il y a chez toutes ces personnes, avec leur diversité de pensée et de convictions politiques, il y a chez beaucoup d'élus européens la volonté d'être respectueux de la règle européenne, et la volonté d'être équitable, de ne laisser aucun citoyen de côté. Donc quand on leur dit, avec votre liberté de religion, vous laissez de côté ceux qui n'ont pas de religion, et ils sont 50% en Europe, là ça les fait bouger. Donc on a moyen, on a des arguments qui portent pour pouvoir avancer. Donc ça, c'est très encourageant. Donc on va continuer à faire ce travail-là. Un autre succès qu'on a obtenu, là, c'était pas nous, c'était une association qui s'appelle l'Association européenne de la pensée libre. Je voulais pas citer celle-là, qui est une association européenne qui est représentée dans une quinzaine de pays. Il y a quelques années, il y avait un groupe d'éthique européen qui dépendait de la Commission européenne. Ce groupe d'éthique avait été élu ou désigné plutôt par la Commission européenne sur la base de candidatures. Donc il y avait appel à candidature. Dans les candidats, on demandait qu'il y ait que les gens soient des experts de la théologie. Pour parler d'éthique, vous voyez pas très bien, moi je voyais pas très bien pourquoi il fallait en plus être théologien. En tout cas, ça faisait partie des compétences demandées. Le résultat, c'est que le groupe d'éthique européen, que personne n'avait vu passer la nomination, en tout cas pas les associations laïques, était composé sur 15 membres de 9 qui avaient quelque chose à voir avec les religieux. Soit ils étaient enseignants dans une université religieuse, soit qu'ils étaient eux-mêmes religieux, il y avait même une vie consacrée, on avait vraiment de tout. Donc 9 sur 15, ça fait quand même beaucoup. Le résultat de ça, il était extrêmement concret, c'est que l'Union européenne refusait de financer pour les pays tiers tous les projets qui comportaient une aide à l'IVG, où l'Union européenne refusait de financer les recherches sur les cellules souches, parce que l'Église y était opposée. Donc on avait fait passer l'idée que c'était pas éthique. Donc là la EPL a pas molli, elle a déposé une plainte auprès du médiateur de l'Union européenne. Et on a été entendu. Et le cahier des charges suivant, l'actuel groupe d'éthique est un véritable groupe d'éthique, complètement laïque, où on a fait disparaître la compétence de théologie, ça a complètement disparu, mais il y a des gens qui sont reconnus dans leur pays pour avoir été des gens actifs dans le domaine de l'éthique et qui peuvent effectivement apporter des avis éthiques tout à fait autorisés. Vous voyez, on peut gagner. Mais parce que quand vous dites on est discriminé, on fait appel au médiateur, le médiateur ne veut pas ne pas entendre. C'était pas possible. Et je peux vous dire que les fonctionnaires de l'Union européenne n'étaient pas contents d'être attaqués devant le médiateur. C'était la première fois que ça leur arrivait. Ils en étaient vraiment très, très affectés, on va dire. Vraiment très affectés. Et continuer à se battre pour que nos droits fondamentaux soient reconnus et que dans des questions comme, par exemple, l'intelligence artificielle, on continue à se poser des questions éthiques, des questions humanistes, qu'on ne pense pas que techniques. Comme par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, au tout début du confinement, dans la crise de la pandémie que nous avons connue, tout au début du confinement, Ursula von der Leyen, présidente de la Commission, proposait elle-même d'enfermer les vieux. Alors comme ça, elle était sûre d'aller condamner à mort de désespoir beaucoup plus sûrement que du Covid. C'est parfaitement inhumain. Et la Commission européenne est revenue sur c'était le type
d'une décision technocratique, en fait, qui faisait complètement abstraction de l'être humain et de ce qu'il était. La Commission européenne est revenue là-dessus, heureusement. Mais on l'a dit, nous l'avons dit à la Commission européenne, quand on nous a demandé notre bilan de la gestion de la pandémie, nous avons dit que nous étions heureux de voir que les éléments humains étaient revenus sur le devant de la scène et qu'on en avait tenu compte dans les dernières décisions. On avait été ravis que l'Union européenne prenne la main sur des commandes de vaccins, alors que c'était pas dans ses attributions, la santé n'est pas dans les attributions de l'Union européenne, c'est dans les attributions des États membres. Mais ils ont pris la main et on a pu avoir des vaccins, on n'a pas manqué de vaccins dans l'Union européenne, c'est grâce à ça. Donc nous l'avons dit. Mais le côté humaniste, le côté valeur, c'est ça qu'ils attendent de nous, c'est que nous justement qu'on mette du sens et de la valeur dans les décisions européennes, qu'on ne reste pas sur des décisions technocratiques. Et ça, nous pouvons le faire parce que l'éthique laïque, ça existe. L'éthique humaniste, ça existe. N'en déplaise aux religieux. Et donc, on peut exprimer notre vision des décisions européennes au travers de notre vision humaniste de la société. C'est exactement ce qu'on attend de nous. On n'attend pas qu'on fasse le panégyrique de la laïcité, mais qu'on dise l'éthique humaniste veut que. Et ça, vous ne pouvez pas le laisser tomber. On parlait tout à l'heure des sondages ou des études sociologiques qu'il peut avoir en France sur les déclarations des religions par les personnes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces études se font sur des temps longs et on voit en France que cette fois plus de la moitié de la population française se déclare soit athée, soit sans religion, et c'est vraiment une tendance de fond puisque ça progresse. Est-ce qu'on a ce même genre d'études à l'échelle de l'Union européenne? Il existe des études européennes, mais ça fait un moment que je n'ai plus vu de... Je pense que le fait que les religions soient en recul n'est pas étranger au fait qu'on hésite à donner des résultats d'études. Elles sont en recul partout. Voilà. La sécularisation de la société européenne est une évidence, parce que même dans les pays où on a beaucoup une emprise importante de la religion, elle est en recul. Et je dois dire que les exactions, des abus sexuels de l'Église catholique n'y sont pas pour rien. L'année où ces exactions ont été révélées en Irlande, il y avait d'une année sur l'autre 22% de la population irlandaise qui se déclarait sans religion, alors que l'année d'avant, ils se déclaraient catholiques. Donc, ça a eu un effet très négatif sur l'application des croyants. Je crois qu'ils n'ont pas fini de payer ça encore en Europe. La désaffection est évidente. Oui, enfin, par rapport à ça, puisqu'on parle de pédophilie, est-ce que c'est intrinsèque uniquement à l'Église catholique et ça ne touche pas, est-ce que ça ne touche pas aussi d'autres cultes? Nous gagnerions à avoir des enquêtes sur toutes les religions. Je ne me permettrai pas d'accorder, de porter des accusations sans preuve, mais il y a suffisamment de cas où on a constaté que des enfants livrés à une autorité toute puissante ne s'en trouvaient pas nécessairement très bien, pour le dire de façon avec un euphémisme. Il y a des exemples dans toutes les religions. Regardez, même dans le bouddhisme, qui est pourtant une religion qui est humaniste et tout, vous avez un des successeurs du Dalai Lama qui a fait son coming out en disant qu'effectivement, quand il était petit, il avait été confié à des bonzes enfin, c'était pas des bonzes, c'est des moines bouddhistes qui l'avaient violé. Carrément, il l'a dit. Alors, il faut enquêter, il faut vérifier, il faut quand même pas... Il y a des fois aussi des fausses accusations, donc il faut être extrêmement prudent dans ce domaine, mais il n'y a aucune raison que ça ne se produise que dans l'Église catholique. C'est évident. Et vous pouvez même l'avoir dans un mouvement scout laïque. Dès lors que vous avez des adultes qui ont barre sur des enfants, il y a un risque. Il y a un risque. C'est qu'évidemment, ça touche aussi toutes les institutions. Et il serait prudent que les responsables de ces institutions exercent une vigilance constante sur les gens qu'ils recrutent, leur passé éventuel, parce qu'on a quand même vu des gens qu'on a remis en contact avec des enfants alors qu'ils avaient déjà été condamnés par le passé. Donc il y a des choses comme ça ne doivent pas se reproduire. Vous l'avez dans le sport, avec certains entraîneurs qui ont abusé des enfants qu'ils entraînaient. Donc ça les met. Chaque fois que vous avez des adultes qui sont en position de supériorité sur des enfants, il y a ce risque-là. Il faut absolument veiller à ce que ça ne se produise pas. Il ne faut pas se dire non,
celui-là est sympathique, ça lui ressemble pas, etc. Par rapport à ça, j'ai une de mes filles qui a appris à ses enfants quand ils étaient petits que leur corps leur appartenait et que personne n'avait le droit d'y toucher. Et je pense que c'est une bonne règle et on devrait le savoir davantage. Oui, vous avez raison. Il faut effectivement obtenir que les enfants concernés sachent parler aussi. C'est-à-dire que quand ils voient se passer quelque chose qui est anormal, parce qu'on leur a appris qu'il y avait des choses qui étaient anormales, ils soient en situation de pouvoir en parler à un adulte, qui puisse les sortir de là. Parce que quand même, il y a même bien des familles où on a recommandé aux enfants de se taire parce qu'on ne dit rien contre le curé. Il faut qu'ils puissent trouver de l'aide aussi dans leur famille, dans leur entourage. Regardez aussi dans le cas des dérives sectaires. Les enfants qui ont été enfermés avec leur famille dans des sectes et qui n'avaient pas d'enseignement ou qui étaient complètement sortis de la société, c'est avec la complicité active des parents aussi. C'est à surveiller, j'ai envie de dire, à surveiller en permanence. Netflix est au niveau régional et l'UNETFIS au niveau national, ce sont des associations qui se battent contre les dérives sectaires. Tout à fait. Alors ça, c'est au niveau associatif. Au niveau gouvernemental, vous avez toujours cette Mivilude qui est en action, qui a simplement été réorganisée et rattachée au ministère de l'Intérieur. Mais elle est toujours en activité et ils sortent un rapport annuel là aussi où ils dénoncent un certain nombre d'agissements sectaires et notamment dans le sport. Aujourd'hui, ils sont en train de dénoncer les agissements de ceux qui s'attaquent aux sportifs. Les sportifs de très haut niveau peuvent être un peu fragiles parce qu'il y a une telle pression sur les épaules que ça peut être des gens un peu fragiles. Donc ils s'attaquent à eux pour sous couvert de développement personnel, comment s'affirmer mieux, etc. Et en fait, ce sont des sectes qui essayent de les récupérer. Donc c'est ce qu'a dénoncé la Mivilude dans son dernier rapport. Ça continue à être opérant et les ADFI, effectivement, sont très actives auprès des familles pour les aider à sortir des membres qui seraient happés par des sectes. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Alors, dernière question avant de conclure. 2 livres sont présents sur le bureau. Est-ce qu'on peut avoir un petit commentaire? Qu'est-ce que c'est que ces 2 livres? Alors, le premier, c'est le rapport du collectif laïque national, qui sort un rapport annuel depuis 5 ou 6 ans maintenant. Donc, c'est l'actualité de la laïcité, ce qui s'est passé dans l'année 2021 concernant la laïcité, que ce soit au niveau les événements, les projets de loi, les propositions de loi, les discussions qui ont eu lieu, etc. Donc, vous avez un rapport qui se veut complet et il faut savoir que le collectif laïque national, ça représente un peu plus d'une quarantaine d'associations laïques. C'est un collectif informel qui n'a pas d'existence juridique, mais qui travaille ensemble. Donc, nous, on a par exemple rédigé la partie Europe. Mais il y a d'autres associations qui ont participé à d'autres parties. Donc, vous avez là un rapport très complet. Si ça vous intéresse, il est vendu. Parce que, c'est un coût de l'éditer, donc il est vendu. Là, c'est un autre livre dont je suis le co-auteur, donc avec Marc Horvitz, qui s'appelle Vivre la laïcité, qui est un livre d'explication sur ce qu'est la laïcité et comment la laïcité se traduit dans notre vie quotidienne. Donc on a essayé d'être aussi ludique que possible parce que ça s'adresse à tous les publics de 7 à 77 ans, comme disait Tintin. Donc comme on vit un peu plus vieux, nous on dit de 9 à 99 ans. Et il est préfacé par Robert Badinter. Et il y a au sommaire un hommage à Samuel Paty et aussi les points principaux de la laïcité, les questionnements de la laïcité d'aujourd'hui, avec quelque chose qui se veut très pédagogue, avec, je vais vous montrer les pages, des pages commentées, c'est-à-dire les articles de loi et les commentaires sur ce que ça veut dire, parce que quand c'est des jeunes, les textes de loi, c'est pas forcément facile à décrypter. Donc, il vaut mieux qu'on leur donne une explication à côté. Et puis ensuite, des textes qui explicitent... Alors, il y a une chronologie de la laïcité en France. Ça, on est les seuls à faire ça. Hein. Ça a été fait pour le dictionnaire de la laïcité. Là, c'était remis à jour dans cette dernière édition pour montrer que suivant les époques et suivant les régimes politiques que nous avions, quand c'était la République, on avait des avancées laïques. Quand on revenait à des régimes autoritaires, il y avait des reculades de la laïcité. Ça se brouille un petit peu avec la Ve République parce que tous les régimes sont républicains et on a à la fois des avancées et des reculs. Mais c'est important de voir comment
cette laïcité, finalement, elle progresse, mais elle recule aussi. Et puis, il y a ensuite des dessins d'un caricaturiste qui s'appelle Nono et qui travaille au Télégramme et qui fait des caricatures politiques. Donc voilà, vous avez là, par exemple, pour illustrer la liberté de conscience. Alors, on a d'un côté une caricature de Poutine qui dit « En russe, ça se dit pas liberté de conscience », et de l'autre côté, vous avez le dictateur Moon Jae-in, le dictateur nord-coréen, qui dit en coréen du Nord, ça se dit pas non plus. Voilà, et vous avez donc quelques dessins, et ça se termine par 10 anecdotes, qui sont des anecdotes de la vie quotidienne. Comment la laïcité arrive à s'installer ou à ne pas s'installer. Et c'est des choses que tout le monde, tout un chacun aurait pu rencontrer, puisqu'elles sont toutes authentiques. On me les a toutes racontées où je les ai vécues. Et c'est des anecdotes très, très parlantes de la difficulté parfois de s'entendre sur la laïcité, ou au contraire de ce que ça apporte à des gens qui viennent de l'extérieur, qui viennent de pays où il n'y avait pas de liberté et qui tout d'un coup se découvrent complètement libres. Donc ça, c'est important de savoir ce que ça leur apporte, parce que vu de l'extérieur, ça nous conforte dans l'idée que on a quand même raison de défendre ce principe, parce que c'est vraiment un principe de liberté. Voilà, et celui-là est aussi à vendre, bien sûr. Parlons laïcité. Un grand merci pour cette magnifique émission de radio. On se donne rendez-vous le mois prochain. Le mois prochain, nous aurons Jacqueline Costa-Lascour qui va venir nous parler des adolescents et de la laïcité. Donc, on se donne rendez-vous, comme d'habitude, le premier jeudi de chaque mois, de 17h à 19h pour l'enregistrement. À très bientôt. Cette émission est maintenant terminée. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts Parlons laïcité sur notre site www.rers-evry.fr. Et pour rester informé de notre actualité et communiquer avec nous, rendez-vous sur notre page Facebook.